Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous sommes donc dans la première émission de revue d'actualité du mois de novembre 2024. C'est le dernier mois avant la tenue des premiers First Print Awards. On est donc très très impatient d'y être et que ce soit fini, surtout que ce soit passé, puisque la tension monte, le stress aussi. D'autant plus que ce front page, c'est le dernier enregistré avant, je fais un laïus personnel, avant mon départ en vacances, de vacances annuelles, mais vous ne vous en rendrez pas compte parce qu'il y a tellement eu de podcasts enregistrés récemment et même certains qui sont en retard que vous verrez, vous en aurez un tous les 2 jours. Je m'occupe de monter et de planifier tout ça avant de partir. Corentin, tu es avec moi, bien entendu. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Ça va. Un petit peu, quand même. Tu es prêt pour parler d'actualité? Oui. Très bien. Eh ben, ça me fait plaisir parce que c'est le programme auquel. Ah, ça tombe bien. Ah bah, quand même. Voilà, mine de rien. Voilà, je t'ai pas. C'est podcast d'actualité, celui-là. Oui, c'est celui-là. Mais du coup, c'est quoi on screen? Ça, c'est celui des adaptations. Ah ouais? On en a fait un l'autre jour, mais t'étais pas là, donc bon. Ah bon? D'ailleurs, on en a fait un l'autre jour, mais qui sera mis en ligne plus tard. Sur quoi? Transformers One. Ah ouais, tout à fait. Avec des nerds de Transformers qui t'auraient impressionné. Ça fait Transformers avant de faire Venom 3? Mais question d'organisation. Super. Et d'emploi du temps. Oui, c'est ça. C'est comme je dis, je pars pendant 2 semaines et ça arrivera du coup fin novembre. Mais c'est bon, on réunit la team originale. C'est pour ça c'est pour ça que ça a pris du temps, parce qu'il fallait réunir absolument Yérim et Frédéric Sigrist et voilà, avec les disponibilités de chacun. Ça ne pourra ne se faire qu'à la fin du mois. Mais voilà, de toute façon, vous le kifferez ce podcast. On remercie bien entendu sur les front pages notre partenaire Pulps pour tout ce qui nous apporte. Depuis quoi 11 mois maintenant, ça fait depuis le début de l'année 2024 qu'ils ont décidé de nous sponsoriser, donc merci à eux. Et vous pouvez leur rendre visite en présentiel dans 3 boutiques à Paris et une à Bordeaux, mais surtout sur leur site internet, d'autant plus que l'on vous propose chaque mois des comics VO à prix de lancement. C'est le Focus Pulps. Vous avez la dernière pastille qui a été mise en ligne séparément du dernier front page, donc vous pouvez aller regarder de nouveau de quoi on vous parlait, notamment d'une des prochaines séries de Rick Remender qui s'appelle The Seasons, qui a l'air vraiment très sympathique. Un immense merci bien entendu aussi à nos tipeurs et nos tipeuses qui nous permettent de voir le podcast sur le long terme. Et je vous rappelle que jusqu'à mi-décembre, nous avons mis en ligne une cagnotte spéciale pour nous aider à financer, à nous renflouer surtout les First Print Awards et pour commencer à préparer déjà la seconde édition. Donc le lien est dans la description. C'est une autre cagnotte qui est ponctuelle, qui n'a pas vocation à durer dans le temps et qui est donc séparée aussi du Tipeee que l'on fait pour financer toute la production de ces podcasts. Et on la met en ligne jusqu'au 15 décembre, puisqu'on veut aussi que les gens puissent regarder et assister à la cérémonie pour se dire ok, c'était cool, ça mérite qu'on soutienne. Donc on espère. Mais par contre voilà, s'il y en a qui nous font déjà confiance et qui veulent déjà apporter un petit billet pour nous permettre de préparer la seconde édition, n'hésitez pas à le faire, le lien est dans la description. Du côté maintenant de l'actualité comics à proprement parler, Corentin, c'est une période où, mine de rien, il y a eu beaucoup de financements participatifs, à la fois du côté FR et du côté US. On va y revenir plusieurs fois. Si vous voulez faire un petit jeu à boire, buvez un petit shot dès qu'il y a le mot financement participatif Ulule ou Kickstarter dans ce podcast. À mon avis, vous serez bourrés. Et on va commencer, comme bien souvent, de toute façon, avec les financements participatifs, avec du Ulule. Et donc, qui dit Ulule avec le financement participatif, c'est très souvent d'ailleurs Comics Initiative, avec 2 projets. Alors il y a la suite de Ménage à 3 que tu avais déjà présenté, dont on avait déjà parlé, cette comédie romantique / un petit peu érotique de Gisèle Lagacé. Et par contre il y a surtout un projet de Nosferatu qui arrive pile à temps alors que le nouveau film de Robert Eggers s'apprête à sortir. Et aussi Savage Dragon. Et il y avait Savage Dragon chez Black and White, mais en fait après peut-être que la campagne aura des prolongations, mais alors on enregistre, en fait, si on en parle aujourd'hui, c'était trop tard. C'était un peu trop tard. Nosferatu, donc effectivement, c'est un roman graphique d'un artiste italien dont le nom ne me revient pas évidemment parce que je suis, comme d'habitude, fatigué. C'est en fait une réinterprétation à la fois de l'histoire de la production du film et du personnage en lui-même. Donc on se rappelle, le film Nosferatu, au départ, c'est un projet en fait qui naît comme une adaptation de Dracula, mais par une petite compagnie allemande qui n'a pas les moyens d'acheter les droits du roman de Bram Stoker et qui contourne le problème en créant donc un nouveau personnage, le comte Orlok à la place du comte Dracula, et qui va donc accoucher du grand film muet qu'on connaît, représentatif du mouvement artistique qu'on appelle l'expressionnisme allemand, avec Murnau,
Et ça devient après en fait une sorte de mythe du cinéma à part entière, puisque le film est plus populaire à ce moment-là en Europe que et aux États-Unis que les Dracula qui existent en parallèle. Il faudra attendre vraiment après les Dracula, les premiers Dracula parlants pour réinstaurer un peu la figure du monstre et considérer que les deux en fait maintenant sont des lectures parallèles, même s'ils sont très proches l'une de l'autre, et quelques détails qui varient entre les deux scénarios. Mais voilà, maintenant Nosferatu existe en tant que personnage autonome et solitaire dans l'inconscient collectif, et il a donc inspiré ce projet de roman graphique qui revient vraiment à la base. Qu'est-ce qui a motivé les créateurs de Nosferatu à imaginer cette histoire dans un format à l'italienne, du coup un vrai beau roman graphique en noir et blanc avec des planches très jolies et beaucoup de travail sur les ondulations et les angles pour les effets de projetés, etc. C'est Marco Fontanilli. C'est ça. l'auteur. Ça a été édité financé plutôt chez Zoop aux États-Unis, et donc là c'est un projet qui arrive effectivement à l'heure pour le film de Robert Eggers qui réinterprète Nosferatu et dont tout le monde dit que ça va être le banger absolu de l'année. Donc ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud, toi qui aimes bien les Allemands? Les Italiens. Les deux, c'est un peu ta niche, là. Bah, complètement, Alsace et Italie, donc clairement, mamelles obscures, hein, quand même. Mais non, bah, je suis chaud de ouf, à la fois parce que Nosferatu en tant que créature, enfin en tant que personnage, m'intéresse forcément, puisque c'est de l'horreur, c'est une des très grandes figures de l'horreur, et que bah, son allure, enfin il y a quand même un chara design aussi au final qui est assez ultime, et surtout parce qu'on voit sur la page de Comics Initiative aussi effectivement la preview du dessin avec des choses qui alternent vraiment avec quelque chose de très photoréaliste, très en relief, et quelque chose de beaucoup plus cubique, je dirais, en fait beaucoup plus anguleux aussi. Donc voilà, en termes de mélange des styles, ça c'est assez détonnant, et bah forcément plus quand c'est en format l'italienne, bah je suis obligé par mes racines de dire maquet, et qu'il y avait l'acheter, et d'ailleurs je vais l'acheter. Et un petit mot rapide quand même si sur Ménage à 3 pour il y a une couverture en plus, juste une couverture collector d'Alberto Ponticelli. Oui, tout à fait. Ça c'est très très cool aussi d'avoir dégoté le bon Alberto. Mais la cover de base est magnifique aussi avec le noir et jaune qui rend très bien. Et c'est pour ça que tu peux prendre le pack duo si tu veux. Waouh, tu as les deux couvertures. Ça tu peux offrir. Bah non, parce que tu veux les deux couvertures parce qu'elles sont toutes les deux jolies. T'es ce genre de mec là, toi? Non, je suis pas ce genre de mec là. J'ai pas la place pour être ce genre de mec là. Qu'est-ce que je voulais dire? Rapidement, donc Ménage à 3, comédie romantique sur un jeune dessinateur de comics qui, dont les deux colocs se barrent pour vivre leur vie ensemble, et qui va accueillir deux nouvelles colocataires, qui en fait, comment dirais-je, ont une expérience sexuelle largement supérieure à la sienne, et donc c'est une sorte de Friends avec beaucoup plus, et de Sex and the City, avec beaucoup de galipettes, dans un dessin qui est vachement inspiré par Archie Comics. C'est super rigolo, c'est vachement bien. Là, la série va bientôt être finie d'ailleurs, parce que ils avaient annoncé 5 tomes, je crois, en tout, et là c'est le 3e, donc c'est bientôt terminé. Très bon projet si vous aimez l'humour et les galipettes. Très très bien, et une série dont faudra qu'on en reparle quand même. Ça pourrait être cool d'en faire dans un petit back issue. J'ai bien envie de lui accorder une petite pastille. Mais justement, on reste du côté de chez Comics Initiative, parce que là on a pas mal d'annonces qui ont été faites pour début 2025 du côté de nos maisons d'édition, et on reste donc du côté de Kai avec une annonce de la série Local Man de Tim Seeley et Tony Flix qui est parue chez Image Comics. Corentin. Ouais, tout à fait. C'est pour la campagne aura lieu le second trimestre de l'année prochaine, donc on a un peu de temps pour en reparler, mais. C'est ça, ce sera entre avril et juin, quoi. Pour résumer, Local Man, c'est un peu une version, comment dirais-je, naturaliste de Copra, dans le sens où il y a la même charge d'amour, en fait, envers la génération des comics des années 90. C'est-à-dire que c'est dans un monde où, mettons, par exemple, que un personnage de Wildstorm, enfin de Stormwatch, de l'équipe Stormwatch, aurait été cancel, et donc foutu à la porte de l'équipe parce qu'il s'est mal comporté, et ben il rentre à la maison, littéralement dans son bled natal, là où il a commencé, pour en fait habiter chez ses parents, un peu vraiment, voilà, tomber en disgrâce. Il retrouve ses anciens voisins, ses camarades du lycée, tout le monde lui dit mais qu'est-ce que t'as foutu, gars? En fait t'étais au sommet du monde, t'étais un super héros, et maintenant tu reviens et tu nous fous la honte, en fait. Et ben il va essayer de réapprendre un peu de réapprendre à vivre avec tout ça, et continuer un peu une activité de justicier, mais plus locale, du coup, d'où le nom de Local Man, avec un masque beaucoup plus minimaliste. Et c'est des numéros, en fait, qui sont foutus en miroir, c'est-à-dire que dans chaque numéro de Local Man, vous avez l'histoire du héros, dans le présent, contemporain, et vous avez des petits backups qui, en fait, du coup, racontent ses aventures au sein de l'équipe de, je crois que c'est Third Gen, donc il y a un hommage à CrossGen et à toutes ces comics il y a Gen 13 aussi. À Gen 13, le héros s'appelle CrossJack aussi, voilà, donc
Effectivement, c'est l'hommage de Tim Seeley en fait à ses lectures de jeunesse, hein, littéralement, puisque lui s'est jamais caché d'être un gros fan de des premiers temps de la génération Image Comics, c'est-à-dire de Todd McFarlane Productions, de Highbrow, de Wildstorm, il y a beaucoup de Wildstorm dans ces comics, enfin dans cette série-là, beaucoup de Rob Liefeld aussi. Donc voilà, c'est un petit peu, il faut le considérer comme je disais par rapport à Copra, en fait, comme une espèce de déconstruction sur on a grandi depuis les années 90, on peut insérer des thèmes plus complexes aujourd'hui dans ce genre de BD. Ça veut pas dire qu'elles étaient mauvaises, mais on peut effectivement les traiter un peu comme Watchmen, justement, qui regardait les héros de l'âge de bronze et de l'âge d'or, comme un truc plus compliqué, plus fouillé que ce que ça n'était vraiment. Donc voilà, c'est une très bonne lecture. Est-ce que sur un blurb, tu dirais que ce serait le Watchmen des années 90, alors? Je pense qu'il a pas encore été écrit, le Watchmen des années 90. Peut-être que Copra serait plus un meilleur exemple, même si Copra n'est pas que sur les années 90, puisqu'il y a aussi beaucoup de la Suicide Squad de Ostrander, et aussi d'ailleurs beaucoup de la Doom Patrol de Morrison. Je pense que ça n'a pas encore été écrit, mais c'est un bon prétendant au titre, tu vois. C'est un peu comme The Max, tu vois. Après, je te parlais juste d'un blurb marketing, hein, tu vois, vraiment le blurb Ah, d'accord, oui, c'est le Watchmen des années 90. Non, c'est si jamais Michael nous écoute, hein, on te fait ta com, hein, directement. Non, parce qu'en plus, c'est un héros solitaire, pour le coup. Ouais. Je crois que la série s'est conclue par contre un peu en autre boudin, parce que si tu veux, il est passé de Localman 13 à Localman 25, tu sais, donc pour faire un sort de faux numéro anniversaire. Ouais. Il me semble que c'est la fin, mais c'est pas forcément, je sais pas si ça a été officialisé, parce qu'il est quand même très occupé, hein, Tim Seeley à côté, il a les Hack and Slash, il continue à tourner, il a été annoncé sur plein de projets récemment, que j'aurais pas réussi à me rappeler, mais il est dans un bon trend, et pour le coup, c'est vraiment une petite création originale qui m'en fait bien plaisir. C'est un peu aussi comme Sex, tu sais, de Joe Casey. Ouais. Où déjà justement il y avait cette espèce de logique de tu fais quoi une fois que t'es plus super-héros quand t'as été Batman et que t'es traumatisé. Bon, la réponse de Joe Casey c'était tu vas te droguer et baiser grosso modo. Là il y a un petit côté aussi Justified, tu vois, le héros qui retourne au terre-terre à ses racines pour faire un peu de la justice coup de flingue grosso modo avec les anciens rivaux et tout. C'est vraiment un bon petit comics, tu vois, j'ai envie de te dire. Ouais, qui effectivement est en 3 tomes pour l'instant chez Image. Là, le TPB du 3e tome sort le 13 novembre 2024. Et effectivement, il n'y a pas eu de sollicitation pour d'autres numéros. Après, ça peut être juste une pause, hein. Parfois, il y a des hiatus qui durent quelques mois, justement avant que ça reprenne. Tu le vois sur pas mal de séries qui, au final, genre Kaya, tu vois, il y a des pauses à chaque fois entre chaque arc. Et au final, la série, elle dépasse elle va arriver elle arrive au 24e numéro, donc en fait faut voir, mais voilà, a priori une série courte peut-être en 3 tomes hein, dans ce cas, et à venir donc d'ici quelques mois on vous en fera un petit débrief d'ici là, puisque forcément quand la campagne sera lancée, si c'est dans plus de 4 mois, tout le monde aura oublié, et ce sera l'occasion juste de vous dire, mais rappelez-vous, dans ce fameux front page de novembre 2024, on en parlait déjà. Ouais. Corentin, dans les autres annonces pour le début de l'année prochaine, quelque chose de très excitant, Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvat qui arrive chez Ankama. Horvath. Ouais. Curieux d'ailleurs que ça arrive chez Ankama. J'aurais plus vu des éditeurs de comics, on va dire, plus traditionnels se positionner dessus. Après, Ankama a un historique de comics publiés, mine de rien, alors que c'était avec le label à un moment. Et puis, un petit bail quand même maintenant. Non, mais un historique, c'est-à-dire qu'il y a un historique, tu vois. Oui, bien sûr. Mais et je veux dire, même ces dernières années, de temps à autre, il y a quand même une bande dessinée de genre aussi qui continue un peu dans cette tradition d'avoir des dessinateurs un peu dans cette tendance, quoi. Écoute, peut-être que ça lui fera une meilleure diffusion du coup, parce que c'est vraiment un très bon comics. Pour le coup, Beneath the Trees Where Nobody Sees. Ça se passe en fait dans une communauté rurale, on va dire un peu à la Twin Peaks, où je manque d'exemples là qui pourraient un peu comme le village de Oui Oui. Voilà, c'est Petit ours brun même. Petit ours brun, très très bon exemple, merci Arnaud, parce que l'héroïne effectivement est une oursonne, enfin une oursette, une ours, pas comment ça se dit. Comment on dit la femelle de l'ours? Et voilà, bravo le biologiste. Alors, et le microbiologiste, je t'ai déjà dit, tout ce qui a plus d'une cellule, ça ne m'intéressait pas. Donc effectivement, ça se passe vraiment dans un univers de contes pour enfants, en fait, voilà, de BD jeunesse, même de BD jeunesse un peu rétro, vraiment avec cette Amérique vraiment souriante, désuète, où tout le monde se connaît. Est-ce que je peux tenter un truc? Ouais. Et en plus, je l'ai même pas inventé. C'est un libraire que j'ai vu écrire ça, mais je trouve que le pitch est parfait. C'est Petit ours brun X Dexter. Oui, moi j'avais dit Père Castor et Dexter, mais effectivement j'ai complètement oublié Petit ours brun de mon cerveau. Donc voilà, pourquoi Dexter? Parce qu'effectivement, donc dans ce monde très coloré, très joyeux, où donc tous les animaux les héros sont des animaux anthropomorphes. L'héroïne, qui est donc l'ours du village, qui travaille à la quincaillerie, qui fait de la découpe, voilà, etc. En fait, c'est une tueuse en série, exactement comme Dexter. C'est-à-dire qu'elle est pas mal intentionnée, c'est juste une psychopathe.
Elle a besoin de tuer pour être heureuse. C'est une forme de drogue. Et donc, généralement, elle va dans la ville. Elle a un processus, un modus operandi qui est très bien rodé. Elle prend un individu au hasard. Elle le découpe, enfin, le tue. Elle le découpe. Elle enterre le corps, enfin, les morceaux du corps dans la forêt. Et puis, elle retourne faire sa petite vie, quoi. Et donc, tout allait bien jusqu'ici, j'ai envie de dire. Jusqu'à ce que un deuxième tueur, en fait, pointe le bout de son museau. Et que, comme la saison 1 de Dexter, justement, s'organise une sorte de rivalité, ou alors plutôt, elle va essayer de trouver qui c'est, avant de réaliser que c'est plus compliqué que ça, et d'interroger ses propres pulsions morbides, puisqu'elle est mise en face d'une créature qui est comme elle, sauf qu'elle elle se comporte pas comme elle, parce qu'elle a une méthode qui est beaucoup plus organisée et tout. Donc c'était vraiment alors c'est un premier titre, ce qui est plutôt étonnant, parce que c'est vraiment très 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 beau. J'avais mis une petite preview sur le site si vous voulez voir un peu comment ça rend ce mélange entre une esthétique très très candide, très enfantine, avec justement cette violence qui pour le coup est très débridée. C'est une BD assez violente, hein, même par moments il y a des vrais moments de violence psychologique, avec des meurtres beaucoup plus froids, tu vois, beaucoup moins gerbe de sang et tout. Le projet, il a vraiment eu un vrai succès critique aux États-Unis. Je pense qu'il y aura moyen qu'on l'entende parler aux Eisner, par exemple. Ouais. Mais même dès la première, enfin, je sais que, alors, je l'ai pas lu, en tant que tel, mais c'est un titre dont j'attendais, en fait, une nouvelle une éventuelle nouvelle d'arrivée en VF avant de me le prendre en VO, parce que dès la couverture, en fait, où tu vois en fait, en vue de haut, tu vois l'ourson du coup, qui traverse une carrière avec juste un sac et une traînée de sang. Enfin, la couverture, elle te marque, parce que tu dis, attends, parce que t'as ce décalage immédiat avec cette esthétique, petit ours brun ou conte pour enfants à la Béatrix Potter, ce genre de choses là, et la trace de sang qui t'évoque tout autre chose, et ouais, ça marque immédiatement. Ouais. Et alors à côté, c'était validé pour une suite. Ouais, tout à fait, chez IDW Dark, on en parlait il y a quelques semaines. Ça va côtoyer les comics d'horreur à licence. Et Hunter Gorinson, donc le patron de Oni Press, lui-même a été impressionné en fait par le résultat de cette première aventure et a proposé, avant qu'il signe Beneath the Trees Where Nobody Sees 2, à Horvath de faire un petit roman graphique de 64 pages chez Oni Press, qui a été annoncé récemment aussi. Donc on peut être en phase d'une ascension fulgurante, un peu comme Maria Yobet a fait Faceless 1. Et qu'après, du coup, Image Comics a voulu la récupérer et tout. Enfin, voilà, il y avait une question dans le courrier des lecteurs par rapport à est-ce qu'on voit encore des carrières se lancer et tout. Là, clairement, avec ce projet, le fait qu'il arrive déjà en VF, que déjà les éditeurs lui proposent d'autres contrats, on peut, je pense, commencer à parler de Patrick Horvath comme un mec qui apparaît et qui a du vrai potentiel. Et qu'il avait vraiment jamais rien fait avant. À part, c'est ce que Gorinson dit. Il dit qu'il était surpris parce que, effectivement, un projet de cette qualité pour un premier titre, c'était impressionnant. Alors peut-être qu'il a sûrement fait du truc sur Instagram ou des petites mini BD de son côté. J'ai envie de te dire qu'on lui posera des questions quand on l'aura en interview, au pire. Voilà. Pour retracer son parcours. Mais donc ça arrive en janvier chez Ankama, bien entendu. Tous les titres qui arrivent en janvier, rappelez-vous, quand ça sort en janvier, c'est qu'il y a possibilité que l'un ou l'autre des membres de l'équipe créative, donc là en l'occurrence l'auteur, soit présent au FIBD, donc ne soyez pas surpris s'il y a ce genre d'annonce qui arrive d'ici les prochaines semaines, d'autant plus que la conférence de presse du FIBD aura lieu là courant du mois de novembre, donc ça permettra aussi de revenir quand je reviendrai aussi de vacances de cette sélection, même s'il y aura peut-être une autre sélection qu'il faudra aborder, peut-être, puisqu'elle aura également eu lieu. Corentin, du côté de la VF également, alors on a Blasphemous de Mirka Andolfo, qui arrive aux éditions Glénat également en janvier. En plus, Glénat, alors là pour le coup pareil, ils ont déjà invité très régulièrement Mirka Andolfo pour le FIBD. Je ne serais pas surpris qu'elle soit de nouveau présente au salon. Moi non plus. Mais Blasphemous, Blasphemous, c'est un comics qui a été publié chez Distillery au départ. Je ne sais plus qui dessine. C'est Mirka Andolfo. Ah, c'est Andolfo du c'est Andolfo qui fait tout. Alors c'est en fait une espèce de comment dire ça. On imagine que dans un monde grosso modo où les stars modernes comme Taylor Swift ou toutes les chanteuses influenceuses, on va dire, existent et ont du succès auprès du public, c'est grâce en fait parce qu'elles vendent leurs âmes au diable, grosso modo, toutes ont un petit démon qui les accompagne et fait un peu en fait office de manager. Et parce que les démons en fait se nourrissent de l'amour que les fans entretiennent vis-à-vis de ces vedettes. C'est ça, c'est en fait que on parle souvent dans les récits mythologiques alors je sais plus, là j'aurais plus de nom en tête, tu sais, mais ce concept de pour que les divinités existent, il faut qu'elles aient des adorateurs. Et en fait là, l'idée c'est que les pop stars deviennent en fait des vaisselles, des vaisseaux pour récupérer l'adoration des gens qui nourrissent en fait les anges et les démons. Exactement. Ouais. Et donc la plus grande star de cet univers-là, qui est
une chanteuse un peu à la Beth Ditto, on va dire, ou comment elle s'appelait? Clélia. Enfin, elle s'appelle Clélia dans... Elle s'appelle Clélia, ouais, comme ma petite frangine. Comment elle s'appelle déjà? Putain, la chanteuse Renoir qui avait percé il y a quelques années. Ouais, je vois. Je pense qu'il y a un peu d'influence de ça aussi. Et en fait, elle est déjà au sommet du monde, elle règne en maître, un peu comme Fatal, dans Fatal Bazooka, le film. Et il y a une nouvelle, en fait, Rosta qui apparaît, qui commence à avoir plus de pouvoir, plus de succès qu'elle. Et donc, elle va, en fait, continuer à manigancer des trucs avec son petit démon slash manager. Lizzo, merci, voilà. Pour reconquérir le public. Donc vraiment, voilà, ça va vous parler de Taylor Swift, de Beyoncé, ça va vous parler de ces machins-là. De la façon dont on a déifié littéralement des êtres humains qui en fait ne font que chanter et danser. De pourquoi c'est éventuellement un problème, ou alors pourquoi c'est éventuellement rigolo ou intéressant. J'avoue, je l'ai pas lu celui-là, en version originale. Les couvertures étaient jolies, quand je suis aussi sur Randolpho, j'irai probablement jeter un œil. Et voilà, je sais pas, toi t'es peut-être plus le public cible. Pas forcément, je t'avoue que c'est pas le titre qui m'intéressera le plus chez Distillery. D'ailleurs, c'est un de ceux que j'ai pas pris forcément, Single Issues en VO, alors que j'en ai quand même pris pas mal d'autres, si je les ai pas tous lus non plus encore. Question de temps. toujours cette même problématique. Surtout quand t'as 150 albums à lire pour les First Print Awards, ça rajoute beaucoup de choses. Mais alors Blasphemous, par contre, ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce qu'il a débarqué chez Glénat, et je me demande si c'est pas une sorte de cas particulier par rapport à ce concept de distillerie, puisque Delcourt, les éditions Delcourt ont participé à fonder Distillery. On sait qu'ils ont un contrat cadre, et qu'ils ont normalement la primeur ou l'exclusivité même sur ces titres-là. Et en fait, je sais que Mirka Andolfo, en fait, elle bosse souvent avec son studio Arancia Studio, avec des deals en fait qui sont faits à l'international en même temps, c'est-à-dire que pour Mercy ou pour Sweet Paprika, en fait, c'est publié d'abord en Italie. C'est une BD italienne qui est distribuée en fait chez Image d'un côté, comme un Natural, et chez Control Natura. Ouais, Control Natura. Et donc je me demande, est-ce que c'est Delcourt qui a juste dit en fait ça rentre pas dans notre ligne édito, donc on laisse à quelqu'un d'autre, et Glénat l'a récupéré parce qu'évidemment eux ils éditent Mirka Andolfo depuis plus de vraiment 6 ans maintenant, je crois, en continu. Ou alors c'est que ce projet-là particulièrement en fait a été dealé par Arista Studios en même temps, simultané, donc chez Glénat pour la France et chez Distillery pour les États-Unis. Et je pense que le plus logique ce serait ça, puisque c'est comme ça que ça a fonctionné avant. Et donc je trouvais ça rigolo juste de voir que en fait tous les distilleries en fait n'iront pas forcément aux éditions Delcourt pour la VF, et du coup je suis intéressé de voir s'ils vont adopter un quelconque changement pour le format de publication par rapport à ce que là Delcourt est en train de faire avec Somna qui arrive tout bientôt, puis Gone et Spectrograph qui arriveront en début d'année prochaine. Tout à fait. Donc voilà, c'est à suivre. Et alors on a encore 2 autres petites annonces pour les VF, juste un truc qui fait plaisir pour celles et ceux qui à tout hasard n'auraient pas lu Calvin et Hobbes, mais ça ressort en intégrale petit format Corentin chez Hors Collection, qui est une des nombreuses maisons d'édition de Editis. Hors Collection d'ailleurs qui a sorti le dernier album de Bill Watterson, qui est complètement aux antipodes de Calvin et Hobbes, et qui d'ailleurs n'est pas vraiment de la bande dessinée non plus. Même toute la série Calvin et Hobbes a déjà été éditée chez Hors Collection, et en grand et en petit format. C'est ça. Donc là c'est l'intégrale petit, parce qu'il y a une intégrale grand format, t'as les tomes normaux grand format, t'as l'intégrale, je crois que t'as plusieurs intégrales grand format, ensuite t'as le petit format normal, et là c'est l'intégrale petit format. Bah ouais, alors personnellement tu me laisses en parler, mais je te rappelle que j'ai pas lu Calvin et Hobbes. Mais, ah bon non, on en a déjà c'est parlé. Parfait, très bien. Non, moi j'étais plus Snoopy quand j'étais petit. Ah mais faut... Oh là là. Oui, je sais que c'est parfait pour toi alors. Et tout, c'est parfait. Ce sera ton cadeau de Noël, allez. Je sais que c'est l'histoire d'un gamin qui vit des aventures un peu imaginaires avec son doudou qui en fait du coup prend forme. This is so much more than that. Prend forme tigresque dans ce rêve-là. Il paraît influencé par Little Nemo, machin, etc. Pour le coup, il y a pas de souci, je suis sûr que c'est génial, mais effectivement, Arnaud, peut-être présente-nous avec plus de détails. Non, mais c'est ça, et que c'est un gamin absolument terrible qui fait vivre les pires choses à ses parents, parce qu'il est complètement fou, complètement aventureux, il est complètement contre, qui fait vivre des misères à sa copine Suzy, à la maîtresse d'école, il est en rébellion permanente, et le truc, c'est que c'est à la fois, c'est que c'est drôle dans les situations dans lesquelles il se met en scène, c'est drôle parce qu'il est imaginatif comme pas possible, qui vit des aventures, c'est pas forcément même d'ailleurs qu'avec Hobbes son tigre, hein, c'est aussi parfois juste à s'imaginer qu'il est un héros façon
pas Doc Savage, mais Adam Strange, tu vois, qui va dans l'espace, que parfois il s'imagine qu'il est un dinosaure, et du coup t'as Watterson aussi qui dessine dans un style pseudo-réaliste des aventures où c'est genre le terrible dinosaure arrive vers sa proie, et puis après ça, et juste la dernière case, tu le vois en train de faire le dinosaure face à juste à son plat de purée, et sa mère qui dit mais qu'est-ce que tu fous quoi, des trucs comme ça. Alors voilà, et surtout avec plein de réflexions aussi ultra poétiques, ultra franchement sur l'état du monde et tout ça. Ça a été étudié par des universitaires. Hein, enfin bref, c'est absolument ultime. Moi je sais que ça fait pas mal de temps que je veux essayer de me choper l'intégrale complète là, mais qui est assez chère en coffret, et je me dis que vraiment l'intégrale petit format, en plus à l'italienne du coup aussi, pour vraiment faire en comic strip, vraiment, parce que c'est du comic strip à la base. Voilà, ce sera le parfait format, mais du coup, cotisez-vous et offrons le premier tome à Corentin, qui va avoir son épiphanie. Franchement, je veux bien l'intégrale de Snoopy aussi, si les gens qui m'écoutent. Donc voilà, donc ça arrive très bien, ça arrive là maintenant en ce moment, donc parfait. Voilà, c'est quand même vraiment pour le coup sans blague un parfait cadeau pour les fêtes de fin d'année. En plus, j'ai vu pas mal de lecteurs sur la page de Comics Blog qui disaient enfin il y en a plein qui ont pas encore lu forcément, enfin qui connaissent, qui ont un peu feuilleté, qui ont lu un album de temps à autre quand ils étaient gamins, et qui maintenant ont envie de se remettre dedans, et c'est vraiment ouais, c'est quand même une des meilleures bandes dessinées qui ait jamais existé. toute catégorie. Non, Calvin Hobbes, c'est vraiment ultime quoi. Franchement, c'est trop bien. C'est bon l'enthousiasme. Post Americana enfin annoncé pour janvier 2025. L'annonce est tombée. L'annonce trop tard. Du coup, il a été élu. Maintenant, c'est fini. Oui, non, mais justement, le timing est parfait entre guillemets. En fait, ça faisait déjà quelques semaines qu'il était présent sur les sites de vente en ligne et tout ça. Mais on a pu rédiger dessus le jour même du résultat juste avant. Je crois que c'était le jour de l'élection. Et donc un jour avant le résultat terrible de cette élection, mais donc Post Americana, surtout qui nous avait été annoncé pour 2022 à la base, de mémoire, par Sullivan Rowe de iComics. Ça a pris plus de temps que prévu, notamment parce que ils avaient freiné la cadence sur l'indé, et que en fait plus le temps passait, moins le propos peut-être devenait pertinent, et là de façon un peu curieuse, un peu malheureuse, on peut dire. En fait, le propos est un peu plus d'actualité, puisqu'en gros, c'est un récit donc post-apocalyptique de Steve Skroce, qui nous a fait le génial Maestros il y a quelques années déjà chez iComics, et qui nous emmène dans un monde où l'apocalypse nucléaire a eu lieu aux États-Unis. Et à la base, le gouvernement avait fait construire un grand bunker pour abriter à la fois toutes les équipes gouvernementales, mais aussi les citoyens un peu considérés comme l'élite du pays, donc des scientifiques, mais surtout des gros riches. Le problème, c'est que le gouvernement n'a pas réussi à atteindre cette bulle à temps, et donc seule l'élite citoyenne, seuls les gros riches. Voilà, seuls les gros riches ont pu y aller. Plusieurs décennies passent, et au final, un de ces mecs gros riches a décidé de se nommer président des États-Unis, et veut en fait tout faire pour que ceux qui sont restés à la surface, qui est devenu un énorme wasteland, soient éliminés grosso modo. Et de l'autre côté, on a des gens de ce wasteland qui mènent une entreprise pour aller justement buter ces despotes. C'est pas très subtil, hein. C'est pas subtil. C'est réaliste, attention. Non, mais en même temps, mais après, c'était vraiment une BD pour le coup qui était une satire en réaction directement au premier mandat électoral de Trump. Il y a vraiment pas de message très bien caché, quoi. Et en même temps, vu la non-subtilité de ce personnage, je pense que c'est le genre de réponse un peu qui est nécessaire, ou juste faut pas s'étonner en fait dans un monde où t'as quand même un mec qui était, on va pas faire de politique, mais on a quand même ils ont quand même élu un mec qui a dit les Haïtiens mangent les chats des gens, quoi. C'est quand même un truc. Oh là là, le wokisme. C'est quand même le truc. Attends, je suis désolé, c'est possible. J'ai mangé un chien, je suis désolé. Voilà, donc c'est preuve. Je crois que c'est prouve le contraire, comme dirait Eric Ciotti. C'est ça, voilà, c'est le truc qui me sidère le plus, c'est qu'on puisse voter pour des gens qui sont vraiment non, mais qui est vraiment le fou du bus, quoi. Mais après, voilà, c'est. Ne t'inquiète pas, ça va arriver chez nous aussi. Hein. Non, mais c'est déjà, pour moi, c'est déjà chez nous, hein, techniquement. Voilà. Et justement, tu parlais du crâne chauve, là, donc voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est une bonne BD. C'est une très bonne. C'est rigolo, c'est beau. C'est très violent. C'est très violent. C'est cool. Donc, à défaut de pouvoir tuer Trump dans la vraie vie, tuons-le dans les comics. Voilà, ce genre de choses. Tu sais que Mark Waid, il a fait un tweet, je sais pas comment on dit sur Blue Sky, un post, où il dit qu'en fait il va plus créer de super-héros parce que il a perdu totalement espoir dans ses fellow Americans, et que dans ce contexte il peut pas écrire des personnages qui protègent le peuple, en fait. Ah, il a dit ça? Il a dit il a un gros down de mood, là. Il va aller au bout de son contrat chez DC, après probablement qu'il va arrêter. Il dit là, la qualité de mes projets va commencer à dégringoler, vous allez voir. Ah merde. Ouais. Ah ouais, non, mais aux États-Unis, c'est vraiment, il y en a qui pensent à se barrer et tout, hein. C'est, ouais.
Bah, je peux les comprendre concrètement vu ce que ça annonce. Franchement, c'est pas très réjouissant. Mais bon, le peuple a parlé. J'ai envie de dire le peuple. Ah oui, bien sûr. Le peuple prendra C'est ça qui est chiant avec la démocratie. Ouais, non, mais après, c'est une démocratie viciée, quoi. Oui, mais là, il a eu le vote populaire, donc. Oui, mais quand comment dire, juste pour dire, mais quand ta campagne en fait est pilotée aussi à côté par le mec qui possède l'un des réseaux sociaux les plus influents du monde et dont il contrôle littéralement, dont il peut influer aussi tout ce qui est affichage de messages et tout ça, bah en fait c'est pas une vraie, enfin il y a du trucage, quoi, tu vois. Mais bref, comme dit, voilà, bon, hein. Parlons les gens de leur grisaille quotidienne. C'est ça. Voilà, ils auront que ce qu'ils méritent au final. Hein. Faudra pas venir faire. Si vous avez vu Civil War de Alex Garland, vous avez déjà eu un bon trailer des prochaines années. Non, mais tu verras les magas qui viendront dans quelques années dire on est pauvres, machin. Bah oui, du coup. Connard. Ils vont surtout dire on respire du goudron, mais ça c'est. Ouais, mais c'est vrai, c'est que nous aussi on va en respirer. C'est un petit peu ça qui est chiant aussi. Mais bref, tout ça pour vous dire que ça arrive en janvier 2025. Effectivement, ça pourrait être un bel exitoire pour tous les islamo-wokistes de gauche que vous êtes à nous écouter, et même juste des gens qui peut-être qui ont peut-être une sensibilité juste artistique, parce que comme dit Steve Cross avant tout le message de Post Americana, c'est un défouloir quand même aussi, et c'est très très bien gratté. Si vous appréciez aussi le Shaolin Cowboy de Geoff Darrow, il y a de fortes chances que ça vous plaise. C'est des cousins. Quelque part, oui, ça pourrait être un spin-off, hein, ça pourrait être dans le même Wasteland. Ils ont travaillé ensemble à plusieurs reprises, hein, Steve Cross et Geoff Darrow. Ils sont tous les deux potes des Wachowski. Et ils ont la même mentalité vis-à-vis justement de la réalité quotidienne des États-Unis, on va dire. Ouais. Allez, Corentin, du côté de la VO, je te laisse un peu la parole juste pour nous parler d'un projet qui a l'air bien sympathique. C'est du James Tynion 4 qui s'intéresse en fait à un mythe américain, le diable de Jersey, avec le titre Let This One Be a Devil. C'est ça. Et en fait, d'une manière générale, James Tynion 4 va s'intéresser de plus près aux vrais mythes populaires, on va dire. Avec un label spécial, ouais. Mythe populaire, il faut comprendre des trucs auxquels les gens ont vraiment cru. En fait, c'est-à-dire pas juste le mythe, si j'allais dire le mythe de Loch Ness, effectivement, ça marche carrément. En fait, des mythes qui ont engendré des témoignages, où des gens vraiment ont dit non, mais j'ai vu ce truc-là, je te jure, c'est vrai et tout. Ce qu'on appelle les cryptides, il me semble. Exactement, les cryptides, tout à fait. Alors, il a déjà commencé à s'y intéresser, évidemment, avec The Department of Truth. Et je pense que c'est en fait en creusant justement toute l'étendue de ce spectre-là, qu'il a dû se dire, je pourrais pas tout faire rentrer dans le Department of Truth, et il y a des trucs qui mériteraient d'avoir leur propre projet à eux. À côté de ça, sur Substack, il avait déjà fait une série sur les témoignages d'OVNI, on va dire, des apparitions. Blue Book, tout à fait, de soucoupes volantes et des gens qui disent avoir été enlevés par les aliens, etc. Donc en fait, voilà, c'est toutes ces croyances que les gens ont vraiment, auxquelles les gens ont vraiment adhéré. En France, on pourrait penser, je l'ai mis dans l'article, à la bête du Gévaudan, où vraiment il y a eu des gens qui ont cru qu'il y avait effectivement une sorte de bête carnassière qui attaquait le bétail et le peuple pendant un temps. D'ailleurs, faut peut-être lui écrire pour lui en parler, comme ça on pourra avoir un BD de Tynion 4 en France. Illustré par Elsa Chartier, je sais pas. Donc bref, du coup là en l'occurrence c'est le diable de Jersey. Alors c'est une histoire qui est pas forcément super intéressante, c'est juste une maman qui habitait dans une forêt, qui a déjà eu 12 enfants et dont le 13e c'est sorti et c'était une créature un peu dégueulasse, quoi, qui avait une gueule de cheval, des petites cornes, des pattes acérées comme ça, un peu comme un vampire, des ailes de chauve-souris et de très longues jambes, et il se tenait debout. Bon, alors, un cheval qui se tient debout, c'est toujours ça nous fait peur, c'est comme ça, c'est comme le chupacabra, etc. On n'aime pas les créatures quadrupèdes qui se tiennent debout. Et voilà, donc il sort de sa mère directement, il la tue, et il disparaît dans les bois, donc un peu cette espèce de côté antéchristique qui plaît bien aux États-Unis, aux Américains, et beaucoup de gens disent l'avoir vu. En fait, ça vraiment, il y a des gens qui ont été dans la forêt pour essayer de le trouver, etc., etc. Il y a eu des battues, et dans les années 1900, il y a vraiment eu un témoignage très sérieux qui a été ensuite rapporté dans la presse. Et là, il y a eu beaucoup de gens qui ont paniqué, qui ont fui la ville. Donc, je pense que c'est ça qui intéresse vraiment Tynion 4, c'est comment, en fait, les histoires qu'on se raconte à nous-mêmes pour se faire peur, entre guillemets, ou les mythes folkloriques dont on sait qu'ils sont faux, parce qu'en l'occurrence, la naissance du diable de Jersey, elle remonte quand même au XVIIIe siècle. Il y a peu de chances qu'il était encore en vie s'il a existé. Il n'a pas existé. S'il a existé au début des années 1900. Mais le fait que les gens y croient, pensent que ça existe, pensent que c'est réel, et ce que ça fait à nos imaginaires, en fait, c'est ça que je pense qui est le vrai concept derrière ce que lui appelle justement les Weird Stories, qui est un nouveau label en fait qu'il a développé au sein de sa propre société de production, qui est Tiny Onion, donc qui est le label dans lequel il met ses comics à lui. Et Weird Stories, il y a un partenariat exclusif avec Dark Horse
pour justement éditer et Blue Book et Let This One Be a Devil, donc le diable de Jersey. Alors c'est pas que lui qui est à l'écriture, parce que c'est Steve Fox Steve Fox va l'assister, je sais pas comment serait parti le travail. Et l'artiste, Arnaud, s'il te plaît. Je vais te retrouver. Merci. Ça. Il me semble que c'était un bon dessinateur en plus. Donc ouais, effectivement, nous en France, on connaît pas trop le diable de Jersey, mais ça a inspiré des chansons, ça a inspiré déjà d'autres créateurs dans différents projets artistiques. Ouais, c'est Piotr Kowalski. Voilà, c'est pas trop mal. Qui a fait Sex, du coup. Ouais, j'aime beaucoup cet artiste. Pour un petit projet donc de mini-série en 4 numéros, voilà, c'est pas le Tanyan Ford des grands jours, c'est pas aussi ambitieux que Spectrograph, on va dire, à titre de comparaison, mais pourquoi pas développer ce petit label. Moi, je verrais bien justement le monstre du Loch Ness quelque part, ça pourrait être super intéressant vu que c'est vraiment un truc qui est encore aujourd'hui discuté. Il y a vraiment des expéditions scientifiques pour essayer de le trouver, alors qu'on sait grosso modo que la plupart des témoignages ont été débunkés. On pourrait imaginer un vrai comics avec un gros dinosaure par James Tynion Ford, où tous les mythes populaires qui ont traversé et les États-Unis et l'Europe, il y a vraiment des trucs super intéressants à écrire. Et le fait que voilà, ce gars vraiment est un inarrêtable de la création originale, il a tout le temps besoin de raconter un truc. Surtout dans son rapport justement à la réalité lui-même. Si on regarde un petit peu ses derniers projets, il y a toujours un peu une anxiété profonde vis-à-vis de l'homophobie dans The Deviant, vis-à-vis d'Internet dans World Tree, à l'époque où on pensait qu'Internet c'était un monde magique, etc. Donc ouais, c'est plutôt ambitieux et il va jamais s'arrêter de créer, donc cool. Très bien, Corentin. On a hâte de retrouver ça. J'étais en train de finaliser juste un truc en parallèle, effectivement, mais je pense que tu n'as dit aucune bêtise. J'ai dit beaucoup de mal des Alsaciens, par contre. Ah oui, mais ça, ce n'est pas grave puisque tu le fais en fait, là, tout le temps. Depuis tout à l'heure, je décris comment faire des spätzle. Non, tu n'as pas fait ça. Non, tu ne faisais pas ça. Non, je t'ai quand même écouté d'une oreille attentive. Corentin. Oui. Une bonne nouvelle pour toi, puisqu'il y a un Kickstarter, un shot, pour Three Worlds, Three Moons de Jonathan Hickman. Oui, alors une bonne nouvelle, faut le dire vite. Ben Il s'entraîne avant les podcasts, faut savoir. C'est cool en fait, mais ça reste quand même assez cher à mon sens. Alors pour rappel, juste parce que peut-être que tout le monde ne sait pas, quand Substack a eu la bonne idée d'aller contacter les artistes de comics pour leur proposer d'éditer en prépublication. Alors. Ouais, quand Substack a dépêché Nick Spencer d'aller recruter un pôle d'auteurs pour qu'ils aillent faire des comics sur newsletter payante. C'est ça, voilà. Donc Substack, c'est une plateforme de newsletter effectivement payante ou gratuite d'ailleurs. Mais eux, c'était vraiment dire faites des comics avec le modèle payant. Voilà. Et on vous donnera beaucoup d'argent. Déjà remarqué que beaucoup d'auteurs en fait avaient déjà une correspondance avec le lectorat, c'est même une habitude de l'industrie. À la fin des numéros en VO, vous avez encore le Q&A avec le lectorat. Donc pour bâtir une base d'abonnés solide, ils ont effectivement utilisé cette tactique qui leur a coûté un peu d'argent, mais je pense que ça a fini par payer au final, puisqu'aujourd'hui c'est très répandu maintenant Substack. Pour les newsletters gratuites, beaucoup de gens les utilisent encore, même nous d'ailleurs. Ouais, mais justement c'est sur un modèle payant que eux font leur business model. Donc pour le coup, la stratégie de faire des comics par newsletter n'a pas vraiment marché, quoi. Ouais, parce qu'au final, tout s'est désporté sur le physique comme attendu, mais surtout que là, en l'occurrence, à part Three Worlds, Three Moons, il y a plus grand nombre de ces auteurs et autrices qui font encore ces comics par newsletter. Mais je sais pas si c'est, enfin, tu sais, le business model, ça peut être aussi le data mining. Oui, et peut-être qu'ils ont récupéré plein d'emails et voilà, mais voilà, tu vois, je sais pas comment il fonctionne, mais grosso modo, aujourd'hui, maintenant, on connaît Substack et c'est utilisé dans l'industrie. C'est sûr, en tout cas que ça a mis un gros coup de projecteur dessus. Ouais. Et l'un des projets les plus ambitieux et que tout de suite on avait présenté comme étant le seul qui n'aurait pas le droit à une édition vraiment traditionnelle vu le projet lui-même, c'était donc Three Worlds, Three Moons, donc 3 planètes, 3 lunes, on va dire, qui est une création de Jonathan Hickman, Mike Huddleston et Mike Del Mundo. Donc 2 artistes et un grand scénariste. L'idée, c'était pas forcément en fait d'écrire une histoire à proprement parler, parce qu'il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais plutôt d'imaginer vraiment une galaxie fictive dans laquelle on pourrait tout faire. Un peu comme Eve Online, tu vois, voilà. Le but, c'est juste de fournir des outils et après, même à la limite, d'inviter des scénaristes et des artistes externes à s'amuser avec ces outils. Ils ont créé des concepts. Ils ont dit sur telle planète, il y a telle race, puis telle race, puis telle race. Ils utilisent tel type de véhicule. Ils croient en tel dieu. Ils commercent avec telle autre civilisation. Ils sont là depuis tant d'années. Ils ont été en guerre avec machin, etc. Et ils le font pour tout. À chaque étape, entre guillemets, de la faune, de la flore, des véhicules. Un vrai processus de world building, mais qui s'est fait aussi avec les lecteurs et les lectrices, parce qu'ils ont participé, ils ont fait des lives ensemble, des discussions.
et l'intérêt aussi de ce projet. Donc au départ, il y a d'être à 3, mais qui très rapidement s'est développé, puisque en fait c'est du world building qui se fait donc avec quelque chose de très classique, dans le sens avec des livres de concepts, de cartes et tout ça, mais aussi avec des histoires qui racontent elles-mêmes, en fait, avec plein de petits comics, en fait, qui racontent des choses qui se passent dans ce monde et qui permettent de le découvrir au travers de multiples scénettes et personnages. Bah, c'est comme, et avec, du coup, plein d'artistes aussi complètement tarés, quoi. C'est ça, c'est comme Warhammer 40 000 ou ce genre d'univers vraiment extrêmement dense. Le but n'est pas de prendre un personnage ou même 2, 3, 4, etc. pour raconter une seule histoire dans un univers comme dans l'Incal ou quoi, mais vraiment juste de fournir les outils à des contributions externes qui pourront ensuite, comme il y a des romans de Warhammer 40 000 sur des divisions particulières de l'Empire ou quoi. Alors, a priori, ça fonctionne suffisamment pour que ce soit encore en activité aujourd'hui. On peut trouver que c'est frustrant parce qu'il y a peu de comics qui ont été vraiment faits à partir de 3W3M. Et surtout, ils sont pas accessibles en dehors de Substack. C'est ça. Alors c'est compliqué parce que soit faut s'abonner au Substack payant, mais après on vous a déjà fait notre laïus sur le fait de payer 7 à 10 dollars ou 100 dollars par an pour du full numérique et en reconductible surtout. Même si c'est important de soutenir, mais voilà, enfin notamment quand tous les auteurs s'étaient lancés, bah c'était compliqué de se dire on va essayer de s'abonner à tout parce que là le budget ne rentre pas, enfin ne suit pas, hein, clairement. Mais surtout que sinon en fait pour le physique, puisque plein d'autres auteurs et autrices en fait sont passés par Substack, tout en gardant le contrat, c'est de garder les droits pour l'édition physique. Donc en fait il y a plein de bouquins comme par exemple Love Everlasting qui a démarré sur Substack et qui allait sur chez Image Comics, Blue Book qui allait chez Dark Horse et ainsi de suite. Et par contre Three Wars, Three Moons, ce sont des bouquins qui ne sont qu'auto-édités et donc en fait pour y accéder, alors soit vous avez un comic shop qui est ultra déter parce qu'il arrive à les commander en direct, ou alors parce que l'un des gars se déplace à une convention et en ramène dans sa boutique, soit il faut vous-même vous rendre à une convention, le plus facile peut-être la New York Comic Con, où là bah vous pouvez acheter les bouquins quand ils sortent. Voilà, il y a eu de la spéculation sur Amazon d'ailleurs par rapport à cet homme-là, malheureusement. Mais donc maintenant, avec ce Kickstarter, il propose en fait pour la première fois au grand public et donc aux non-abonnés de mettre la main sur des versions physiques et numériques. Et je pense que là, pour le coup, c'est l'édition numérique qui est la plus intéressante puisque tu as accès à tous les tomes pour 50 balles, alors que les autres sont disponibles pour 75 balles par tête de pipe. Sachant que vraiment, quand on vous dit que c'est aride au sens que Hickman, voilà, on connaît sa passion pour le world building, on connaît sa passion pour voilà, la cartographie, les chartes, je sais plus comment Clayton Daniels appelait ça quand on en parlait avec lui, c'est la littérature d'information, enfin quand tu crées justement des plans d'évacuation, des notices, les trucs qu'on trouve dans les avions pour voilà, comme utiliser le masque à gaz et voilà. Hickman c'est un fan de ce genre de conneries, et c'est vrai que si vous regardez un peu, moi vu de loin j'ai quand même eu accès à des versions un peu scannées, c'est vraiment voilà, il y a beaucoup de trucs de telle peuplade. Il y a 3 siècles devenu riche grâce au commerce triangulaire de céréales avec la lune à côté, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, c'est passionnant, hein, si tu veux, à suivre au quotidien, je pense, pour les abonnés, de voir comment tu peux vraiment imaginer un truc aussi dense et complexe avec juste 3 personnes au départ. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de production artistique et beaucoup, en fait, à l'inverse, de production documentaire. Il y a un grand Wikipédia, en fait, de 3W3M. Et effectivement, pour l'instant, et c'est là que c'est intéressant, ils ont fait en fait que poser la charpente. Il y a eu quelques comics qui étaient d'ailleurs pour la plupart avec de très bonnes équipes créatives, mais là en fait ils créent ce Kickstarter parce qu'ils disent maintenant on va aller plus loin. C'est pas le Year One, mais le bouquin de base qui est proposé dans ce Kickstarter s'appelle One, et c'est vraiment en fait un condensé effectivement de ce que tu dis, de la charpente, de toutes les fondations de ces 3 mondes maintenant, voilà, de cet univers. On a posé la base, maintenant on va pouvoir développer, mais pour que vous compreniez la base, il faut que vous ayez lu tout ce qu'il y a avant pour que voilà. Mais je les sens très bien faire d'autres BD, mais aussi commencer à faire du livre de JDR et de ce genre de choses-là. Hein, ouais, carrément. Clairement. Franchement, en plus, ce serait vraiment parfait pour ça parce que c'est complètement JDR compatible. Hein. Tout à fait. Après, moi, j'aimerais bien aussi juste, tu vois, des formats d'anthologie, par exemple, ça pourrait être intéressant de juste se dire bon, on va faire pendant un an, on va faire que de la BD d'un côté et effectivement du JDR. Mais ils en ont quelques-uns quand même. Déjà des albums aussi qui compilent justement toutes les petites histoires qui ont été faites. Oui, alors dans le détail, il y a Systems, il y a Arrivals et Maps, ouais, et puis il y a aussi Legends qui du coup est le bouquin qui comporte les contributions externes en BD. Ouais. Et pas que en BD d'ailleurs, il y a de la prose aussi, il y a de la nouvelle. Je crois que c'était Cantwell qui l'avait fait. Quoique, peut-être que je dis une bêtise. Cantwell ou Christian Ward, je sais plus. Quelqu'un leur avait fait une nouvelle en prose avec juste des petits croquis à côté. Il y a beaucoup de design de recherche aussi.
beaucoup de concept art. D'illustration, beaucoup de concept art. Avec, voilà, des paysages de ville, des designs de vaisseaux, des personnages, etc. Enfin, même des scènes de vie, hein, par endroit. Donc, c'est captivant, c'est super intéressant. Moi, par contre, je mettrais pas 3 fois 75 balles pour ça. En revanche, l'édition numérique complète, oui, ça peut être intéressant si vous voulez voir un peu ce que les mecs bricolent depuis 3 ans maintenant, dans leur labo de savant fou. Mais encore une fois, voilà, moi j'attendrai plutôt la prochaine étape de la saga. Là, c'est un peu de la rentabilisation et aussi un côté jumping point. Si vous avez raté 3 ans de Substack, c'est vraiment pour ceux qui veulent pas s'abonner, parce que je pense par contre que avec les 3 ans, faudrait regarder hein, les 3 ans d'abonnement, mais je pense que tu t'y retrouves par contre sur le prix du bouquin, en tout cas sans les frais de port forcément, parce que c'était 100 balles pour avoir accès aux albums, hein, minimum. J'avais regardé, je trouvais ça putain d'aberrant, quoi. Après faut voir quelles ont été ces éditions auxquelles ils ont eu accès, parce que c'est eux, ils ont eu droit tout de suite en fait à des versions physiques des bouquins directement. Oui, c'est ce que je te dis, c'était le prix d'entrée pour avoir accès aux albums, mais bon, c'était aussi, je pense, un truc qui était trop nerdy pour la plupart des fans en fait, parce que Hickman il peut aller très loin dans le nerd, hein. Il peut vraiment aller te dire, tu vois, là sur la tour il y a une petite trace, mais ça en fait c'est le général machin qui a été pendu à ce moment-là. Tu dis, frère, ok, mais fais-moi une BD s'il te plaît d'abord, après je pourrais être curieux de l'univers, mais d'abord fais-moi une BD. Et ils ont pris le truc à l'envers. Mais bon, après, ça, encore une fois, ça fonctionne suffisamment pour que ils continuent de le faire. Et c'est vrai que c'est peut-être l'un des projets les plus ambitieux en matière de création depuis très très longtemps dans le monde des comics. Hein. C'est vraiment assez ouf, très bien. Et donc la campagne est en cours. Bon, c'est forcément évidemment déjà un succès, mais qu'avec 384 contributeurs, donc ce qui est pas non plus énorme. Hein. Donc voilà, si vous êtes intéressé, peut-être que l'option numérique qui permet quand même d'avoir un paquet de bouquins mine de rien en PDF peut vous intéresser. Au moins vous saurez maintenant, on peut savoir maintenant de quoi il en retourne exactement. Et c'est peut-être plutôt ça le plus important, c'est qu'au moins on n'est plus bloqué physiquement pour l'accès de ces bouquins. Après, Bleeding Cool avait fait un très bon suivi quand même depuis quelques années, avec des scans de pages en preview et tout, et qui était permis un peu de voir un peu à quoi ça ressemblait. Il y a de superbes nouvelles, des super histoires courtes sur pareil, genre juste un mec alien qui est mort et on vit sa vie en accéléré. Ouais. Allez Corentin, je reste avec toi juste pour nous parler de Berger Books ou Berger Books plutôt, qui revient là en ce mois de novembre aux États-Unis avec un album Backflash. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu trop de nouvelles du label, alors qu'il existe toujours, qui a très certainement aussi revu sa cadence à la baisse parce que l'indé c'est compliqué, la création originale notamment c'est compliqué en France comme aux États-Unis, et surtout que Berger Books, rappelez-vous qu'on en avait parlé avec l'immense Karen il y a quelques années déjà maintenant, avait déjà opté au moment où on l'avait interviewé pour un shift en fait sur de la publication directement au format album sans plus passer par la case single issues qui décidément pour ces projets en tout cas devenait trop risqué tout simplement. Oui, mais puis ça à la limite pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu une vraie décélération aussi, ouais. Mais parce que je pense que c'est des projets qui prennent du temps aussi, hein, donc forcément. Je sais pas en fait, je sais pas trop ce qui se passe parce que même elle sur les réseaux, déjà jamais été ultra active, hein. C'était Instagram Karen Berger si vous voulez la suivre. Et là, les 3 derniers posts, ils ont plusieurs mois maintenant. Okay, ouais. Peut-être qu'elle a d'autres activités à côté, j'en sais rien. Mais du coup, c'est Matt Johnson qui du coup écrit une histoire en fait pour faire un peu le deuil de sa mère. Un peu comme justement l'avait fait Ian Colbert avec Salamandre, qui était déjà un projet en fait qui évoquait la disparition de son père ou Joe Kelly et Joe Kelly quelque part avec Akil James. Bien sûr, même si techniquement son père est mort après la sortie du bouquin. C'est une vraie sous-catégorie, mais même tu vois, moi je comparais ça un peu à Blue and Green aussi, où pareil t'as ce thème du deuil qui ouvre l'album et qui réoriente la vie du héros. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est un homme qui en fait quand il touche des objets qui ont appartenu à sa famille, il est transporté en arrière dans le temps. Alors pas au sens de l'Oréane du terme, vraiment c'est un voyage intérieur, hein, il va pas modifier la réalité ou changer le futur. C'est Joe ça. L'aventure oui. Ouais, tu vois. Oh, pas mal. Mais voilà, un peu non, parce que l'effet papillon, il peut changer le futur. Bon, merde, voilà. Il revient en arrière dans le temps, ça ne change pas le futur. Et donc, il peut revivre, en fait, des scènes de famille qu'il n'avait pas forcément connues, parce qu'il peut s'incarner dans les autres. Et, il découvre un peu l'histoire de ses ancêtres, l'histoire même des gens qu'il a côtoyés, ses parents, ses grands-parents, ses oncles et tout. Et peu à peu, il découvre, en fait, la vraie histoire de sa famille qu'on lui avait cachée jusqu'ici. Il réalise aussi en fait qu'il se complaît trop là-dedans, il passe trop de temps dans le monde des souvenirs et passer dans le monde de la réalité. Donc voilà, allégorie du deuil, etc., etc. Tout à fait, ouais. Il l'explique lui-même que c'est un bouquin qu'il a écrit parce que sa mère est morte récemment
et que il avait besoin en fait de trouver une façon d'exercicer ça en BD. C'est Steve Lieber au dessin, ça c'est une super nouvelle parce que c'est un super dessinateur qui avait fait récemment d'ailleurs l'excellent, l'extraordinaire Superman Spal Jimmy Olsen de Mad Fraction, toujours inédite en VF, et voilà. Je sais pas, il y a un film Superman l'année prochaine, peut-être que ça réveillera des... Oui, bien sûr. Donc, non, je pense que si un jour il y a une série animée Jimmy Olsen, ça pourrait, mais encore non. Non. Malheureusement, Jimmy Olsen n'est pas populaire de l'autre côté du monde. Et la série en question, elle est cool, mais elle est trop tordue pour être... Mais non, mais c'est vous qui avez pas de cerveau. Vous votez Trump, c'est pour ça, voilà. C'est pas eux, c'est pas nous qui votons. C'est pour les fans ultra méga, voilà. Donc j'en étais où? Ouais, ça fait quand même du coup depuis l'année dernière qu'on n'avait pas eu d'annonce de roman graphique chez Karen Berger. Enfin, chez Berger Books, je veux dire. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même eu un vrai soin qui a été porté là-dedans. Je veux dire, Everything, c'était Berger Books, si je dis pas de bêtises. Oui, She Could Fly. Voilà, She Could Fly, bien sûr. Cantwell, en fait, c'est un peu elle qui l'a déniché. Et c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que c'est plus arrivé, qu'on n'a pas eu vraiment parce que le dernier qu'elle avait fait, c'était un projet l'ancien de chez Vertigo, pour le coup, donc c'était plus pour se faire plaisir. Elle avait récupéré aussi les droits de Air, comics de J. Will Wilson. Et Enigma aussi, du coup, elle avait récupéré. Enigma, ça fait un petit bail, ouais. Donc elle avait commencé à récupérer des comics de l'époque Vertigo, dont DC n'était plus vraiment intéressé, ou alors juste parce qu'ils avaient des vrais contrats de creator owned, contrairement à ce que prétendaient ces comics. Donc ouais, c'est un peu dommage, moi je trouve, parce qu'on a toujours besoin de Karen Berger dans l'industrie, que, encore une fois, sa dernière contribution, c'était d'avoir repéré Christopher Cantwell, et d'avoir fait travailler Ian Colbart sur un roman graphique qu'il a écrit et dessiné lui-même. Donc ouais, c'est un peu dommage. Bon, là, ça a l'air cool, hein. Le projet a l'air cool, la cover est cool. C'est déjà sorti, d'ailleurs, aux États-Unis. Parce qu'en fait, tu m'as envoyé l'article, mais il était paru ah oui, mais c'est vrai qu'on est le 11. En fait. Ah bon, il était paru non, il avait été annoncé en avril. Oui, l'annonce est au mois d'avril. Mais l'article que tu m'as envoyé datait de mois d'avril. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, du coup, là, on a fait l'annonce un peu en retard. Oui, très en retard. C'est déjà dispo si vous voulez le lire en version originale. Et c'est du 112 pages, je crois. Bon, ce sera mieux d'attendre la VF s'il y en a une, parce que c'est quand même assez cher, hein. C'est les prix Dark Horse, donc c'est 20 balles pour un roman graphique de 112 pages. Mais bon, voilà, cool de savoir que ça existe encore, et en espérant que ça se remette un peu sur pied en 2025. Ouais, parce que c'est vrai que dans les trucs récents qui a été fait, dans The Originals de Dave Gibbons, c'était pas un inédit, je crois, c'était c'était une édition de luxe d'un truc qu'il avait fait, une réédition. Post-York, c'était sorti en 2021. Post-York, ça date de fou. Ouais, Post-York, c'était 2021. Donc non, j'essaie de regarder juste dans les titres qu'ils ont. Voilà, donc Monsieur Beaujean de 404 m'a alerté sur le fait qu'il y avait Backflash qui sortait, en fait. J'étais passé complètement à côté, effectivement, parce qu'en fait, ils sont, même médiatiquement parlant, en fait, il y a beaucoup moins c'est beaucoup moins visible, hein, tout simplement, parmi les sites et les médias. Shifting Earth de Cécile Castellucci, mais c'était en 2022 aussi, tu vois. Donc non, ça, c'est. Elle était partie fort, en plus, avec La Guardia, avec The Seeds. Ouais. Et après, ça s'est un peu calmé. Ouais. Après, je pense que c'est vraiment juste si elle a pas de bon projet à éditer. Oui, j'imagine que elle va pas éditer juste pour éditer, effectivement. En tout cas, voilà. J'espère peut-être que quelqu'un y jettera un œil pour la VF. Mais en attendant, on continue avec la VO avec le nouveau projet des frères Miranda, qui nous redonne des nouvelles avec. J'ai rien dit. Hein, ouais, j'ai vu ça. Avec une nouvelle création donc qui s'appelle Blade Forger, qui sortira chez Mad Cave Studios. Alors les Miranda, vous les connaissez très certainement pour We Live, avec le très bon premier tome et un tome 2 qui avait moins convaincu les lecteurs et lectrices. Wow. Ah si, les lecteurs avaient quand même t'avais pas suivi un peu les retours. Wow. Ça va. Mais surtout, le problème c'est que We Live pour l'instant n'aura pas de suite, puisque en fait c'était chez Aftershock, et que Aftershock, à un moment ils ont commencé à ne plus payer leurs auteurs, à déclarer faillite. Et alors je connais pas la nature exacte des contrats qui liaient les auteurs ou tout ça, mais a priori c'était pas un créateur owned complet, puisque sinon j'imagine qu'ils auraient peut-être repris We Live et l'auraient amené quelque part ailleurs. Donc, mais j'ai vu, c'est con, tu sais, le roman graphique Kiloman qui était sur un truc de MMA que j'avais acheté sur Comixology, je l'ai vu en fait repopper récemment sur une autre enseigne, je crois. Faut que je je pense que ça va arriver, hein. Je crois qu'il y a des fois où ils ont laissé partir, en fait. Ouais. Ce qui serait bien pour des comics comme ceux de Garth Ennis et tout, parce que ce serait dommage que ça reste ad vitam dans les tréfonds d'une boîte morte. Ouais, tout à fait. Mais donc,
les Miranda ne se laissent pas abattre et donc en attendant de pouvoir continuer s'ils le peuvent We Live, parce que c'était quand même, genre, rappelez-vous de l'interview, hein, je crois que c'était sur 7 volumes qu'ils voulaient le faire quand même, donc c'était un truc assez ambitieux. Ils font Blade Forger. Alors, c'est un titre qui arrivera chez Mad Cave Studios, une maison d'édition qui a 10 ans d'existence, hein, encore petite en taille, mais qui grimpe, mine de rien, qui grimpe de plus en plus. Ils ont les comics Flash Gordon aussi, ils ont Dan Didio depuis peu. Oui, c'est vrai. Et ils avaient signé, c'est pas eux qui avaient signé avec Comixology, justement? Pour en plus de Blaze, il y avait un autre contrat qui avait été signé pour l'impression physique de comics numériques. Ah oui, il y a moyen. Oui, faudrait que je vérifie si c'était eux, mais c'est peut-être. Enfin, ils commencent à avoir un peu de blé, quoi, on pense. Ouais, ça grimpe tout doucement. Donc c'est en gros dans un monde où il y a une nouvelle source d'énergie qui a été découverte qui s'appelle le Corum, et forcément dès qu'il y a une source d'énergie très intéressante, tous les pays du monde se battent et se livrent à une guerre sans merci pour en prendre possession. Finalement, il y a un traité qui est fait, qui s'appelle le traité des Blade Forgers, et en gros, le contrôle de cette énergie est donné à un empereur qui est neutre. Donc, en gros, c'est une seule personne en fait qui va gérer l'attribution de cette ressource aux autres nations du monde. Mais pour être empereur, il faut des capacités particulières dans ce monde un petit peu fantaisiste / technologiste. C'est-à-dire qu'il faut être un Blade Forger, soit un épéiste capable de contrôler des esprits qui s'appellent les Battle Kaisers. Et surtout, tous les 5 ans, le titre est défendu dans un grand tournoi, le tournoi des Five Rings, des 5 anneaux. Et donc, nous, notre histoire, elle prendra place aux côtés d'un jeune homme qui s'appelle Owada, qui justement veut défier l'actuel empereur pour reprendre le titre du Blade Forger important. Et dans le résumé, ils disent en fait la série raconte ce qui se passe après, c'est-à-dire après sa potentielle victoire, j'imagine, et comment en fait il va devoir gérer justement le fait qu'il contrôle une ressource qui... L'allégorie des élections n'est pas du tout allégorique. Peut-être. Ouf, quand même. Peut-être. Non, là, il y a un petit côté. Est-ce que tu es obnubilé par les élections, toi, en ce moment? Non, mais ça me fait penser à Power Fantasy, tu sais, de Kieron Gillen. Ouais. Sur ce côté, entre guillemets, on a admis, ça y est, en tant qu'espèce, qu'il y a des individus, en fait, qui contrôlent nos destins individuels et tout. Et comme Elon Musk, par exemple, tu vois, c'est un bon exemple, justement, comment l'influence d'une seule personne peut avoir un rayonnement mondial à ce point-là. Et que, grosso modo, il vaut mieux pas que Elon Musk envoie un tweet à Poutine, sinon c'est la fin du monde, tu vois. Là, c'est un peu le même délire, tu vois, c'est le côté une seule personne qui va contrôler toute l'énergie et tout. Et déjà, les frères Miranda avaient utilisé l'allégorie du réchauffement climatique pour Willy, ouais, tout à fait, oui. Où il y avait déjà ce côté, les aliens arrivent parce qu'on a trop niqué la planète et que ce serait dommage qu'on disparaisse en tant qu'espèce, donc on va extraire des gamins qui sont encore assez innocents pour être sauvés. Là, il y a un peu, je trouve quand même un petit côté, pareil, sur les ressources énergétiques. Mais ils en parlaient d'ailleurs, non, je crois. Ils avaient pas parlé justement de la guerre en Ukraine comme modèle d'inspiration. Oui, ils ont parlé de, en fait, qu'est-ce qui se passe aussi, effectivement, quand tu contrôles plus, quand t'es touché par des situations qui te dépassent complètement, parce qu'ils disent, en fait, la série est née de 2 crises, une crise interne, dans le sens où c'est, le fait qu'ils aient perdu les droits de pouvoir pour suivre We Live, tout simplement, enfin le fait qu'ils n'ont pas pu continuer, effectivement, et la seconde crise, c'est la guerre en Europe, en fait, déclarée par la Russie à l'Ukraine. Ouais. Voilà, donc après moi le concept me plaît bien, ça a l'air touffu quand même, ça a l'air bien épais, ça j'aime bien ce qu'ont fait les frères Miranda au départ. C'est plus un peu Conan le Barbare sur la couverture. Je sais pas s'ils ont montré des premiers visuels. Non, on a juste une couverture, on a juste la couverture. D'accord, ok. Faudra voir à quoi ça ressemble, mais voilà, entre le Corum et l'énergon, on va voir qu'est-ce qui devient. Ce sera la lutte pour les ressources. Pareil, tu sens une petite panique aussi chez les auteurs indés du genre, les gars, en fait, le pétrole, notre société est trop basée autour de ça, c'est la merde et tout. Dans 10 ans, il y en aura plus. Comme l'eau. Ah l'eau, ça va être beaucoup plus violent que le pétrole, parce que je pense qu'on peut se réadapter sans pétrole. Je sais pas, sans eau, par contre, ça va être compliqué. Oui. Hein. Mais il faut bien refroidir les serveurs d'IA. Ouais, putain, c'est ça. En soufflant dessus, écoute. Hein. Allez, les Young Avengers, parce qu'on passe du côté juste mainstream, on a 2 petits trucs du côté de Marvel, les Young Avengers qui seraient de retour. Ce à quoi Corentin a dit, non, il n'y a pas besoin, on a les New Champions. Mais c'est pas du coup inintéressant. C'est vrai que c'est la première critique que j'avais adressée quand ils avaient annoncé leur concept pour les Champions. C'est quid des Young Avengers, qui avait été un concept poussé à une certaine époque, qui avait eu des bons projets. Il y a 20 ans. Bons projets avec Alan Heinberg et Kieron Gillen, encore une fois. Et qui avait un peu disparu. C'est vrai qu'il y a des personnages comme Patriot ou même Speed, on n'entend plus vraiment parler aujourd'hui.
Alors, je sais que tu te fous souvent de ma gueule quand je dis que Marvel Studios prévoit de faire les Young Avengers d'ici les temps futurs, et très franchement, là, ça me paraît être une évidence absolue. C'est-à-dire que si tu regardes justement Akira Yoshida au Japon qui dit on va refaire les Young Avengers Sugoi Death, dans le même temps, ils ont fait, spoiler alert, je ne sais pas vraiment, est-ce qu'on peut spoiler Agatha All Along maintenant? Je sais pas, j'ai pas encore vu le final, moi, donc. Mais mais le personnage, le Twistic. Ah oui, qui était, que tout le monde avait anticipé de toute façon, quoi. Du coup, il y a Wiccan dans Agatha All Along. Et du coup, sans spoiler le final, il est induit que il y aura Speed dans les, oui, mais c'est son frère aussi. C'est ça. À côté de ça, Kevin Feige qui dit Wanda va revenir, Children's Crusade, il y a Kate Bishop déjà, tu vois, enfin, à mon sens, ça commence à sentir, ça paraît logique, pareil, qu'ils auront besoin d'une nouvelle génération de vedettes pour la suite de leur histoire, voilà. Parce qu'ils pourront pas tout le temps ramener Downey Jr., en fait. Tu me diras, ils ont ramené Hugh Jackman. Je pense qu'ils peuvent. Mais ils auront pas toujours les finances pour Downey Jr. Je pense qu'ils pourront avoir les finances. C'est Disney, c'est la première boîte du monde presque. Donc, ouais, pour l'instant. Mais bref. Pour moi, ils finiront par faire les Young Avengers, donc c'est un peu logique de les réinstaller en comics. Ouais, mais c'est si tôt, quoi, franchement. Ouais, mais c'est pas gravissime, ça. Le concept, il est bon. C'est quand même, effectivement, encore une fois, des séries par lesquelles beaucoup de gens ont commencé. Parce que c'était justement un peu une porte ouverte. Les Young Avengers, c'était une nouvelle version plus juvénile, à défaut d'être vraiment les héritiers comme les Titans, parce que c'est pas que des sidekicks. Ouais, c'est pas du tout. C'est des créations spontanées, on va dire. Les Américains n'a rien à voir avec Steve Rogers. Et à l'instar de Miles Morales ou Kamala Khan, c'est un vrai exemple de personnages créés ex nihilo qui ont eu un vrai accueil du public parce qu'ils étaient bien écrits aussi. Oui, tout à fait, voilà. Et donc en parallèle, moi je suis plus impatient pour ça que pour les Champions. Oui, en même temps. Les New Champions d'ailleurs, parce que les Champions c'est encore les New Champions, c'est vraiment je vais pas finir ma phrase pour juste pas dire de gros mots. Les yeux d'Arnaud qui cherchent ses mots et qui nous voit que des insultes. Ouais, c'est ça. Non, du coup, voilà. Je vais pas dire c'est de la merde, quand même, j'ai pas lu. Mais j'ai lu les numéros, ils apparaissent, les histoires, ils apparaissent à chaque fois, c'est éclaté, frérot. Oui, mais c'est pour parler aux jeunes. Oui. Ceux qui sont sur TikTok, là. Ouais, ceux qui lisent des comics, on le sait bien. Qu'est-ce que t'as à l'envers? C'est vraiment ce lectorat imaginaire qui n'existe pas. Pas du coup, ce lectorat imaginaire. Après, il faut quand même tenter de parler aux nouvelles générations, mais oui, mais pas avec un Moon Knight à Oudillon de la, mais bon. Vas-y, continue. Miles Morales, c'était un bon exemple. Putain, je suis passé à Monoprix l'autre jour. Ils vendent des trottinettes Miles Morales. Trop bien. T'as déjeuner Miles Morales. Voilà. Ça a grave marché, en vrai. On se rend pas compte, mais les gamins, je pense qu'ils sont... mais Spider-Man, de ouf, hein. Quand tu vas à Disney, tu vois tous les gamins en cosplay d'Iron Man et tout, tu te dis, voilà. Faites pas besoin de faire des héros jeunes, faites des héros cool, et les gamins, tu peux montrer encore un gosse Iron Man 1, il va trouver ça stylé, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est forcément le bon exemple parce qu'il y a, j'ai eu remarque, moi j'ai vu quand même, bref, peu importe. Les Young Avengers arrivent, on est content, on espère que ce sera bien. Pas d'équipe créative pour l'instant. C'est en 2025 et il a dit, on verra quel membre il y aura dans l'équipe. Donc il y aura Wiccan et Speed évidemment. C'est plus, je crois qu'ils avaient eu des galères avec Miss America parce que Joe Casey vraiment était très énervé de la façon dont ça s'est passé. Parce qu'il a créé son clone après de son côté. Et elle, on l'a plus du tout vu depuis un petit bail quand même. America Chavez du coup. Ouais. Et à côté, pareil, le Hulkling, lui, il est parti gouverner les Chris Skrull dans le cosmos. Enfin, il est revenu depuis, non? Il me semble. Je sais plus. Après Empire, j'ai commencé à décrocher. Bref, voilà. Ça arrive. On verra bien. Ce qu'il en retournera, de toute façon, c'est de l'équipe créative qui va dicter aussi l'ambition du projet. Hein, parce que si c'est pour se retrouver de nouveau avec Steve Fox et un dessinateur espagnol avec 2 ans d'activité de carrière, comme après, ils le font sur beaucoup de mini-séries sans ambition. Mais Steve Fox, c'était pas inintéressant le début de Spider-Woman. Le problème, c'est qu'il y a Gangwar qui est arrivé ensuite et que, comme d'hab, tu peux rien raconter parce que t'es alourdi par les événements de merde qui se passent à New York, tu vois. Ouais. Et par Spider-Man qui prend trop de place. Ouais, mais tu vois bien que Steve Fox, il le met vraiment que sur des trucs périphériques, vraiment. C'est le gars, il lui dit, vas-y, on a des trucs à torcher, je sais pas, c'est trop bizarre, quoi. Mais bon. Et aussi, du côté de Marvel, on a noté, c'était aux abords de la New York Comic Con, mais que le format poche prend aussi du côté de Marvel. Alors, pas forcément que en miroir avec ce qui s'est passé en France ces dernières années, puisque, non, mais parce que pour le coup, tu as le droit d'être chauvin, mais il faut quand même regarder ce qui se passe en Europe. Et en l'occurrence, sur la charte et le design, ça a l'air de se baser beaucoup plus sur des choses qui sont en Espagne, notamment. Donc voilà. Mais en gros, il y a quand même
globalement dans l'industrie de la bande dessinée ce nouvel appel du poche et qui touche le comics en particulier, sachant que le poche c'est pas une nouveauté, hein, ça a déjà été fait depuis de nombreuses années par des maisons d'édition franco-belges et la littérature, hein. Oui, non, mais et je dis même que même quand c'était du kiosque à Reddit et tout ça, les petits formats et tout ça, voilà, il y a un historique en fait, mais c'est juste que là c'est cyclique forcément, donc là il y a un nouvel appel de ce genre d'offre. Et par contre, c'est quand même plutôt une réponse à DC Comics qui a fait quelque part, oui, si tu lis juste, par contre, dans le contexte américain, a priori, effectivement, DC a fait les DC Compact cette année. Donc, forcément, ça a marché, a priori. Oui. Ou suffisamment pour que Marvel se lance, même s'il se lance un peu au doigt mouillé, là, je trouve. C'était plus expérience, parce que c'est que 4 projets, tu veux les lister peut-être? Oui, je peux te les lister. Bon, il y a Daredevil Born Again. Ça, je m'en souviens. Il y a le Black Panther, le début de la série de Ta-Nehisi Coates. Ouais. Enfin, les débuts avec une césure entre les deux, mais l'introduction de ce nouveau Wakanda. Il y a également Captain America Winter Soldier. Voilà. Donc, avec les numéros de la série de Ed Brubaker et Steve Epting. Et Fantastic Four Solve Everything, qui est donc le début du run de Jonathan Hickman. Donc, si on fait la liste, ça fait film, série, et Black History Month. Voilà, parce que ça sortira en février 2025 pour Captain America, donc pendant le Black History Month. Donc on se fait plaisir, on met un artiste populaire, en plus qui est l'une des voix en fait vraiment anti-Trumpiste, et d'ailleurs l'une des voix pro-palestiniennes aussi. Ta-Nehisi Coates, il a fait un peu les gros titres récemment avec ça. Moi après Born Again c'est pour la série, Black Panther pour le Black History Month, mais Captain America Winter Soldier pour moi je le vois plus sur le Thunderbolts, en anticipation du Thunderbolts, parce que t'as le Winter Soldier dedans. Non, mais peut-être pas. Et bon, et Fantastic Four, le tir croisé, parce qu'il sort, je crois qu'il sort après Cap. Il sort après Cap, mais avant Thunderbolts. Voilà, donc c'est effectivement assez logique de faire la césure. Et effectivement Fantastic Four, parce que voilà, et donc ça fait quand même que 4 projets, c'est petit pour une première vague. Ils seront dispo justement sur tout le premier semestre 2025, et surtout le prix 14,99. Mais what the fuck, ils ont pas compris en fait le principe du format poche. 14,99, on est à $5 d'un TPB classique. Oui, et puis il y a même des TPB qui coûtent 14,99 en fait. Je veux dire, c'était le prix des TPB il y a encore quelques années pour le tout venant des 6 numéros quoi. What the fuck, enfin les compact comics ils sont à 10 balles, hein, les compact comics de DC. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est les $10 en fait qui sont ouais, c'est ça, c'est comme ici hein, le poche c'est 10 € le prix un peu psychologique et on en avait parlé avec le Urban Nomad qui passait à 11 que ça devenait un peu tendu ou plus même, je m'en rappelle plus. C'est les plus gros qui passent à 11. Ouais, les plus gros passent à un prix qui est au-dessus des 10 et tu dis là du coup tu te rapproches tu casses une barrière psychologique. J'ai pas regardé la pagination, mais on est sur du 7-8 numéros je crois. Un truc comme ça, pour faire un peu une épaisseur manga pour le... Non, 12 par exemple pour le Black Panther, tu vois, c'est 1 à 12. Donc ouais, mais c'est très bien, mais quand même, c'est 15 balles, quoi. Franchement, moi, je trouve que c'est du foutage de gueule. Quel est l'intérêt, à ce moment-là, de lire du poche? Si c'est pour gagner 3-4 $ par rapport au prix normal, autant lire, entre guillemets, un album Alors, tu vas me dire, oui, c'est plus transportable. Ça va du simple au double, en fait. Donc, très belles éditions, je ne sais pas. Mais franchement, ils se foutent de la gueule du monde, quand même. C'est-à-dire que les mecs, ils attaquent un marché qui a déjà été travaillé en Europe et aux États-Unis. Et ils partent quand même beaucoup plus cher que tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont plus chers que les Nomades, parce que c'est Marvel, plus chers que les Pocket, plus chers que DC Comics, et ils font que 4 projets. Moi, je pense qu'ils n'y croient pas, à mon avis. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils n'y croient pas. Certainement que ça fonctionnera et qu'ils feront ensuite une vague numéro 2 dans la foulée. Et pareil, le fait de sélectionner précisément des projets qui sont en lien avec une certaine actualité cinéma, alors que tout l'intérêt, même les compact comics, ils ont pris, en fait, comme Urban, les classiques du catalogue DC. Ils ont pris All Star Superman, ils ont pris Killing Joke, je crois, La Cour des Hiboux. Enfin, ils ont vraiment fait comme Urban avec Watchmen aussi, non. Tout ce qui est facile à vendre au grand public, qui a déjà fait ses preuves, qui est considéré comme un chef-d'œuvre intemporel, etc. Là, je dis pas que c'est pas bien, hein, Born Again, c'est génial, et pas de souci. Mais par contre, c'est vraiment genre profitez-en pour vous intéresser un peu à la BD, enfin votre catalogue BD entre guillemets, plutôt que vouloir encore avec une opération comme ça vous greffer au cinéma. Encore une fois, le comics, c'est le truc qui, chez Marvel, court derrière le cinéma et n'a pas d'existence en tant que telle, une existence propre. Et franchement, ça devient fatigant. Après, tu peux comprendre, tu entends la logique, hein, qui est de dire profitons de la visibilité que ce personnage va avoir avec l'exposition médiatique pour donner le bouquin parfait en point d'entrée, parce que alors même si tu es scandalisé par le prix de vente 14,99 du coup par rapport aux TPB qui sont maintenant à 20 et aux hardcover qui sont à 30, ce sera toujours moitié prix, tu vois. Mais non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un seuil psychologique de franchi, ça reste factuellement aussi moins cher que leur bouquin en comparaison, tu vois.
Oui, mais là, tu fais ça du nivellement par le bas, ça, Arnaud. Ils sont déjà très chers. Non, c'est pas du nivellement par le bas. C'est juste que dans leur stratégie, ils pourront te dire, factuellement, nos bouquins sont à 25, donc ceux-là sont... la concurrence pourra leur répondre, oui, mais nous, on est à 10 balles, et donc c'est possible d'éditer à 10 balles des petits albums, tu vois. Ouais, mais c'est Disney. Mais Disney, on sait très bien, on le voit depuis des années que la stratégie de Marvel via Disney, c'est de courir après la thune avec les numéros 1, les relaunchs continuels, les variantes partout, thématiques, les numéros, les mini-séries de one shot, les numéros de Amazing Spider-Man. D'ailleurs, ils recommencent, ils vont faire, j'avais vu dans les associations, je vais pas t'en parler pour pas t'énerver, mais pour Death of Spider-Man, ils font un numéro Amazing Spider-Man 63.death. Oh. Si. Non. Si. Non. Ah, si. Je suis pas d'accord. Si. Ils avaient fait les points HU pour Undead, les points Bay pour No Beyond, et là, ils font le point Death, machin, tu vois. Donc, c'est ce genre de truc, et c'est pour ça que là, c'est pas pour dire c'est ok, c'est juste pour, rationaliser le truc, quoi. En fait, c'est rien de surprenant non plus, en fait. Du coup, voilà, moi, pour rationaliser le truc, quand même, je vais dire que ça fait pitié. Et que franchement. C'est triste parce que c'est le leader, donc en fait, il pourrait leader, justement. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment les pinces, quoi, tu vois. C'est ça qui est triste. J'ai l'impression que c'est comme quand tu vas à Disneyland et que tu payes 20 balles pour un pauvre burger moisi, tu vois. Tu dis, frère, franchement, j'ai déjà payé 100 balles pour l'entrée, tu pourrais faire un petit effort, tu vois. Là, c'est un peu, justement, je pense ne pas comprendre l'une des tendances réelles du marché. Il y a un lectorat à séduire avec des prix cassés sur des petits albums qui ont déjà été rentabilisés par le passé, en économisant sur les coûts et en, justement, proposant une offre d'entrée qui est séduisante pour le lectorat, entre guillemets, casual. Ça marche en France, ça marche, donc un grand pays de la BD, donc on pourrait quand même se dire on a un peu un labo test, etc. Ça marche avec DC Comics, et même, tu vois, à tous les niveaux, en fait. C'est-à-dire que les histoires sélectionnées, s'il y a aucune prise de risque, on va se greffer au film du moment pour être sûr que ça se vende. L'offre elle-même, elle est restreinte. C'est 4 tomes en 6 mois, c'est ridicule. Et à côté de ça, le prix est vraiment un peu une foutage de gueule, encore une fois, par rapport à l'intérêt réel que ça pourrait avoir. Donc moi, en fait, à tous les niveaux, je trouve ça vraiment la flemme, quoi. C'est vraiment dirigé par le marketing, Marvel. C'est une tristesse. Ils ont vraiment des putains de chefs-d'œuvre en plus en magasin qui pourraient facilement vendre. Et avec un meilleur prix, avec plus d'audace, oserais-je dire. Tu te dis vraiment, même sur tous les départements, les mecs, c'est des putains de crevards, quoi. Et ça m'agace. Voilà. On te sent très agacé. Hein, mettez le Ultimate Spider-Man 1 de Hickman, par exemple. Ça, c'est facile à vendre. Il a fait ses preuves en kiosque. Il a fait ses preuves en librairie. Mais c'est beaucoup trop, c'est trop récent, ça. Bon, mettez dans ce cas-là l'Ultimate Spider-Man de l'époque. Je sais pas, peu importe. Mettez un truc qui soit un peu plus original que juste le film sort, donc il nous faut du Born Again. Et en plus, ils vont le rééditer à côté en version, omnibus, c'est pas omnibus Born Again, mais. Non, mais c'est vrai que tu t'attends à ce que t'aies juste un TP New Edition qui arrive. Donc voilà. Après, ils feront un one shot, pour résumer l'histoire du personnage. Ils feront ensuite une nouvelle série d'Ardeville, etc. Enfin, ils feront tout ce qu'ils font. Regarde Wolverine cet été, comment ça a été du forcing absolu. Entre Wolverine Revenge en 2 éditions, la nouvelle série de Saladin Ahmed, la Deep Cut, la Deadpool et Wolverine, versus Wolverine. Et les frérots, en fait, juste faites des BD parce que vous aimez ça, au pire, et les actionnaires, vous verrez qu'ils vont être contents, pour le coup, je pense vraiment que t'as un impératif qui vient au-delà de Yoshida, qui est mais Yoshida, c'est un japonais, il devrait avoir de l'honneur, justement. Ouais, mais justement. T'as de l'honneur avant d'avoir. C'est un faux japonais, donc il n'a pas d'honneur, justement. Ah, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça. Ah, donc, pour la blague, Akira Yoshida, c'était le pseudonyme sous lequel Sibi Sebuski a écrit des comics à un moment donné en se faisant passer pour un auteur japonais. Et en allant pousser. Mais non, mais pour que les gens l'aient au cas où ils l'avaient pas, et en poussant le délire très 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 loin à vraiment inventer. Et que des comics qui, justement, se passent au Japon. En plus, c'est ça le problème. Après, parce qu'après, il a un nom de plus. Non, parce que c'est un bandeur du Japon, mais un mec qui parle japonais, hein. Il parle japonais, mais je crois que sa femme est japonaise. Tout à fait, ouais. Et c'est un vrai talent scout qui allait rechercher aussi c'est grâce à lui que je pense qu'on a Pitch Momoko chez Marvel, hein, quand même. Donc voilà, mais c'est juste pas, voilà, c'est la petite private joke, quoi. Allez, Corentin, du côté des écrans, alors du côté de la série télé, juste 2 ajouts de casting à la série Lanterns, Garrett Dillahunt et Kelly MacDonald qui se rajoutent pour des personnages inédits, hein, qui sont pas présents forcément dans les comics de DC, et en même temps, on a un peu l'impression que cette série aura un rapport au final peut-être très lointain avec vraiment le cœur de ce que sont les Green Lanterns. Ouais, c'est un peu, encore une fois, une petite déception personnelle. Alors, j'aime beaucoup Kelly MacDonald, j'aime beaucoup Garrett Dillahunt, voilà, c'est des habitués de HBO, c'est
c'est des grands acteurs, enfin une grande actrice et un grand acteur. C'est Deadwood, c'est Boardwalk Empire, voilà, c'est des bonnes performances. Et ça reste une série écrite par Damon Lindelof et Tom King et Chris Mundy. Chris Mundy? Ouais, de Ozark, quoi. Donc il y a grosse équipe créative, gros casting, on est content. Mais effectivement, le modèle True Detective commence un peu trop à se voir en fait, puisque Garrett Dillahunt, par exemple, c'est un mec qui joue quasiment que des cowboys. Il a fait Deadwood, il fait beaucoup de rôles en fait, c'est dans l'Amérique profonde où c'est les Texans avec le colt à la ceinture, le chapeau Stetson et tout. Ils vont vraiment le faire, j'ai l'impression, un peu à la Green Arrow, Green Lantern de Neil Adams, exploration de l'Amérique rurale et moderne par deux super-héros qui sont devenus un petit peu peut-être étrangers à ce qui se passe réellement sur leur planète parce qu'ils sont habitués à aller dans l'espace. Ouais, peut-être, mais en même temps, ils ont pris quand même un acteur Kyle Chandler, qui a quand même le physique type de l'américain, justement, un peu cowboy moderne. Le flic, il a joué quasiment, il a pas joué quasiment que des flics, il a joué plein de trucs, mais il a joué beaucoup des rôles de flics, de militaires, de services secrets, etc. Peut-être que ça va plutôt être Aaron Pierre, en fait, qui va découvrir la ruralité, lui qui vient plutôt de Détroit, etc. Enfin, Jon Stewart, je veux dire. Mais dans tous les cas, peu importe. Moi, c'est vraiment le côté, ça va être une série Green Lantern avec des flics qui vont enquêter dans une petite communauté rurale à la True Detective, à la True Detective, à la True Detective, entre parenthèses, True Detective. Point. Et ça, c'est pas que ça me fait chier, parce que oui, c'est des flics. C'est des flics de l'espace. Sauf que les flics de l'espace, ça l'intéresse, c'est de les voir dans l'espace tirer des projectiles avec leur bague de volonté. Qu'il y a Sinestro, qu'il y a ce côté un peu politique, les différentes civilisations qui croisent. Évidemment, en série télé, il faut plus de budget que ça. Ce sera sûrement que l'introduction d'un plus grand univers Green Lantern en mode pomme empoisonnée. Voilà, goûte, tu vas voir, c'est bon les Green Lantern. Toi, t'aimes bien HBO, moi j'aime bien les Green Lantern. Retrouvons-nous au milieu. Et qu'ensuite, après, on a un vrai gros film True Detective, un vrai gros film Green Lantern où ils se feront des piou-piou avec les bagues. Mais dans l'intervalle, du coup, ouais, ça demande quand même une grosse concession à l'imaginaire parce que on sait que ça a plus de potentiel que ça. Moi, j'aime beaucoup les polars. Après, ça se trouve, on se trompe totalement et ça va être ultra généreux. Mais je pense pas, franchement. Parce que le meurtrier en question, le meurtrier sera forcément un alien. Oui, mais Tom King, il a comme cette écriture de... Mais il est pas tout seul, attends. Oui, mais il a comme cette écriture du terre à terre. Tu vois, c'est-à-dire que tu prends, par exemple, Mr. Miracle, c'est prendre, en fait, les New Gods et les renvoyer à un truc très humain, très ancré dans le réel, avec, Scott Free qui fait le papa, etc. Pareil pour Danger Street. Toutes ces créations un peu fantasques des Silver Age, il en a fait un polar à la Fargo, en fait. Tu vois, grosso modo. Et je pense que ça va être un peu ça. Ça va être justement les Green Lantern quand ils sont justement dans un vrai travail de terrain, plutôt que bataille finale dans l'espace avec moi je crée un dragon vert et toi tu crées un buffle vert, ils vont se taper dessus. En revanche, je serais quand même assez surpris si le vilain n'était pas un personnage qu'on connaît ou un personnage justement. Le vilain ne pourra pas être humain, à mon sens. Ça pourra pas être, c'est pas possible. Non, bah non. Et du coup, je tiens encore sauf à ma théorie. C'est Hector Hammond avant sa transformation. Mais... Bah, je sais pas. Moi, je tiens encore un peu à ma théorie Sinestro ou un autre vilain des Green Lantern ou un Red Lantern qui aurait vrillé en mode à la fin de la série, porte d'entrée, on repart dans l'espace, on va sur Oa, on fait notre rapport et on se revoit pour une plus grosse production. Parce que si ça a vocation à être justement une anthologie à la True Detective où à chaque saison, ce sera juste deux nouveaux Green Lantern qui vont mener une enquête sur Terre dans un petit coin paumé des États-Unis, ça m'intéresse pas du tout. Ouais, enfin, ça m'intéresse parce que j'aime bien les polars, mais ça t'intéressera en tant que polar et pas en tant que série Green Lantern. C'est ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est marrant aussi, simplement que le nom Green n'est pas dans le titre, en fait, du projet, hein. C'est peut-être, voilà. C'est équivoque. En fait, ils vont vraiment pas avoir de bague. Ça va juste être deux flics. Ça se trouve, ouais, ça se trouve. Et à un moment donné, il va avoir une flashlight verte. Vous savez, il y a une lanterne finalement dans la série. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ce serait vraiment bizarre que ce côté-là soit complètement mis de côté, mais c'est quand même un peu la tonalité, l'impression qu'on peut avoir. Mais bon, on leur fait confiance quand même. Après, effectivement, peut-être qu'on se trompe. Oui. Connaissant James Gunn, ce serait bizarre qu'il ait validé une série Green Lantern sans Green Lantern. Ouais, sans truc. Allez, Corentin, juste du côté jeux vidéo, on a juste eu une bande-annonce et une date pour un jeu qui pourrait s'appeler, qui s'appelle, non, c'est son nom, non, qui s'appelle donc Power Rangers Rita's Rewind et qui est en gros le décalque Power Rangers de TMNT Shredder's Revenge. Ce qui n'est pas forcément pour nous déplaire vu que Shredder's Revenge c'est hyper cool. De toute façon, c'est vraiment fascinant à observer. T'as un mec chez Hasbro, c'est un gros fan des Tortues Ninja. Moi, je peux l'expliquer que comme ça. Et ce mec est en charge de la gestion de franchise des Power Rangers. Quand les Tortues Ninja, se lancent chez IDW, et tout le monde dit, waouh, la série, elle est bien et tout. Hop,
les Rangers arrivent chez Boom Studios et tu dis c'est marrant, ça ressemble un peu. Genre on prend un truc pour enfants, on en fait un truc pour enfants. On agglomère un peu tout ce qui s'est fait sur les tortues, pareil pour les Rangers et tout. On fait une vraie série longue avec des vraies conséquences, une vraie évolution de personnages. C'est marrant. Après, la série, elle s'arrête et elle est remise au numéro 1. Hop, les Power Rangers, ils font quoi? Non, le relaunch, attends, le relaunch des Power Rangers avait... Tu vois, la nouvelle série Power Rangers qui tombe quelques mois après la nouvelle série TMNT. Oui, mais techniquement, ils avaient déjà fait un relaunch auparavant avec Ryan Parrott quand ils avaient scindé les séries en deux et tout ça. C'est vrai. Après, il y a eu le crossover, les 2 crossovers, d'ailleurs. Et maintenant, les Rangers vont voir Usagi Yojimbo, qui est littéralement membre de la famille Tortue Ninja. Hein. Donc, vraiment, il y a je pense que c'est affiché, il y a vraiment un côté. Et là, même juste dans le titre, Mighty Morphin Powers Revenge, donc Teenage Mutant Ninja Turtles, Rita's Rewind, Shredder's Revenge. Enfin, je sais pas, à l'oreille, ça sonne déjà comme une copie, non, mais c'est assumé. Mais en même temps, vu que ça plaît aux uns et ça plaît aussi, enfin, ça se recoupe. Oui, bien sûr, mais il y a une vraie zone d'intersection entre les deux fandoms. Puis, franchement, le trailer est plutôt cool. Enfin, ça a l'air, le jeu a l'air super. Vraiment très fun, hein. Le problème, c'est que le distributeur, le développeur, a pas fait grand chose. C'était beaucoup des jeux à licence à la commande, en fait. Mais là, clairement, vu qu'ils ont copié et que le modèle, en fait, lui-même est déjà, enfin, je veux dire, Shredder's Revenge n'a rien inventé, hein, qu'on se mette d'accord. Shredder's Revenge, c'est déjà une sorte de remake de Turtles in Time, qui était déjà le beat'em all de l'époque Super NES, Mega Drive. Et lui-même n'était déjà, en fait, que basé sur Final Fight, Streets of Rage et auparavant Double Dragon. Les beat'em all comme ça en 2D à l'ancienne, c'est ultra classique. Et c'est ultra fun et c'est génial. Moi, j'adore. Pour le coup, j'ai grandi avec ça. Et Final Fight, 2 en France, où il y a l'aéroport Charlie de Gaulle. Attention. C'est un vrai truc. Marrant, ça. Et Streets of Rage 2 aussi, c'est exceptionnel. Donc, voilà, moi, si tu veux, que ce genre-là revienne dans le présent, c'est un bonheur, avec les franchises en plus, qui ont été là, à l'époque. C'est carrément cohérent. On voit des petites originalités en plus, comme par exemple, il y a les séquences à moto. Ouais. Qui sont du coup vues de dos. En shoot 'em up un peu plus. Exactement. Du coup, mais vues de dos, pour le coup. C'est un shoot 'em up vers l'arrière. Et des scènes en vue subjective, où on combat dans le Megazord. Ça, c'est génial pour le coup, parce que, effectivement, l'originalité principale des Power Rangers par rapport aux Tortues Ninja, c'est que, ok, équipe de guerriers avec code couleur, inspiré par les trucs japonais, mais eux, ils ont quand même le putain de Megazord, donc il faut qu'on joue le Megazord, et ça, c'est quand même assez kiffant. Le level design, le graphisme a l'air plutôt stylé aussi, ça a l'air pop, ça a l'air coloré, ça a l'air vraiment go Power Rangers, tu sens qu'ils vont te remettre le thème de la série en version 8 bits, bien évidemment, rétro, bien stylé. Évidemment. Franchement, moi j'ai kiffé Shredder's Revenge, je kifferais ce jeu sans surprise. C'est en plus toutes les plateformes. Voilà, PlayStation, Xbox, PC, enfin juste Xbox Series par contre. PlayStation, Xbox, PC, Switch. Et PS4 aussi si vous avez encore que la PS4. Voilà, carrément. Ouais. Envoyez des copies s'il vous plaît. Plutôt chaud, on espère qu'il y aura un distributeur. Je serais pas surpris que Just for Games, maintenant c'est Maximum Entertainment France, mais vu qu'eux s'étaient occupés de Shredder's Revenge, je serais pas surpris qu'ils s'en occupent. Oui, c'est facile à marketer avec le vinyle de la BO. Et décembre, ça sort là en fait. Ouais, tout à fait, tout bientôt. Allez, du côté du cinéma, tout à fait, du côté du cinéma, Eve Ridley sera Ruthie pour Supergirl Man of Tomorrow. On a casté la gamine de Supergirl Woman of Tomorrow qui demande de l'aide à Kara Zor-El pour aller venger l'assassinat de sa famille. Oui, de son père. Précisément. Oui, alors en tout cas maintenant c'est confirmé et définitivement confirmé. Ce sera une adaptation stricto sensu de. En tout cas dans les très grandes lignes. Bah oui, ce sera pas au dialogue près. Je pense peut-être que Comet ne sera pas là, tu vois. Encore que. Je serais connaissant Gunn qui a sa passion des bestioles, je le verrais bien aller voir Gillespie et dire tu mets le poney aussi. Bah oui, attends. Et en plus il y aura Crypto, du coup il faut caster Crypto maintenant puisque Crypto sera dans Superman et dans Supergirl. Bah il a été casté techniquement. C'est vrai que techniquement il a été casté, mais je veux dire est-ce que ce sera le même Crypto, tu vois, est-ce qu'ils vont prendre le même chien, ça c'est un vrai dossier, tu vois. Faudra qu'ils se ressemblent quand même parce que après oui c'est ça. Comme tu vois par exemple dans Captain Marvel il y a 2 gousses, c'est 2 chats oranges différents. Oui mais les chats se ressemblent, les chats. Qu'est-ce que t'allais dire là? Donc c'est ce que je pense des chats moi donc bon. Oui je sais. Ouais. Mais oui, Crypto n'est pas un labrador, donc c'est un scandale. C'est vrai, c'est ça. D'ailleurs, il y a Crypto dans Absolute Superman 1. Et c'est pas un labrador non plus? Si, c'est un labrador. Ah, ok. Mais c'est pour ça que le numéro est réussi. Ah, ok. Il a une bonne note. Donc, j'en reviens, il faut qu'on fasse ce podcast d'ailleurs. Donc, j'en reviens, l'actrice en l'occurrence, évidemment, elle est débutante, dont on l'a pas vu dans grand chose parce qu'elle est très jeune, mais elle a déjà un petit CV quand même. Et ça confirme effectivement, donc on aura Willie Alcock pour le rôle de Kara, qui donc a atteint sa majorité, veut se rincer la gueule pour ça, veut boire un coup, je veux dire, pour ça, et donc a besoin d'aller très loin dans l'univers, là où il y a un soleil rouge,
qui ne contrera pas du coup les effets de l'alcool, du soleil jaune qui l'empêche d'être bourré en général. Elle arrive sur place et une jeune enfant, enfin une préadolescente, vient la voir et lui dit tu es une grande guerrière et j'ai besoin d'aide parce que Crème des collines jaunes, a tué mon père, c'est un pillard d'une race de pillards à la Lobo. On va aller le trouver et on va le défourailler ensemble, ma copine. Sauf que Kara du coup est quand même sur une terre à soleil rouge, donc elle a pas tous ses pouvoirs. Amitié, romance, hommage au Silver Age, baston et à la fin, voilà. Et donc Mathias Schoenaerts, le Belge, pour le rôle du vilain. Ouais. Une production qu'elle avance bien, tournée l'année prochaine et dispo pour l'année suivante. Ce sera le 2e film du a priori, DC ouais, c'est Cinematic ça. Universe. Ouais. Donc cool. Tout à fait, ça arrivera prochainement et on voit que tout ça a l'air de se passer sans encombre pour le moment. Bien entendu, puisque vu que rien n'est encore sorti, pour l'instant ça s'active bien en développement. Puis Peacemaker est en tournage aussi. C'est fini, c'est quasiment fini le tournage. Fini, ils ont dévoilé juste des premières images dans un teaser pour 2025. Donc ça aussi ça a l'air de rouler dedans. Mais de toute façon, sera Peacemaker et Superman pour les prochaines et puis c'est tout quoi. Je crois bien, ouais. Sauf s'il y a peut-être un autre truc dont on n'aurait pas connaissance, mais je crois pas. Hein. Je ne crois pas non plus. Il me semble pas. Parce que Creature Commandos saison 2, ça va être compliqué de la faire. Non, bien sûr. Sauf s'ils ont bossé dessus en amont, mais autre projet trop bizarre, un petit mot juste sur ce truc de Bunnyman. Corentin, qui est un peu le bingo des mauvaises idées peut-être. Quand on lit ton article, tu dis oh là là, mais dans quoi se sont-ils embarqués? Alors j'ai fait un article un peu plus long pour essayer de présenter pourquoi c'est bizarre de faire ce film. Alors déjà, premièrement, c'est pas une adaptation de comics, hein, ça ne se base pas sur un personnage préexistant. Ce qui est intéressant, c'est le producteur, surtout, qui est une sorte de figure un peu complexe, un peu messianique, c'est un peu une sorte de Elon Musk italien du cinéma, on va dire. Il s'appelle Andrea Iervolino. Alors, c'est un mec qui a une carrière intéressante sur le papier. Il devient riche très tôt en profitant de la bulle .com, enfin de la bulle Internet, au début dans les années 90-2000. Et immédiatement, il tombe amoureux du cinéma. Il veut travailler dans le cinéma. Alors, il a fait des trucs bien, comme par exemple des programmes d'éducation à l'image en Italie. Il a même racheté des catalogues d'autres boîtes mortes, entre guillemets, en Italie. Il a fait des levées de fonds pour l'environnement, etc., etc. Enfin, il a un vrai projet, ce gars, grosso modo, pour relever le cinéma italien, pour en faire une sorte de nouvelle d'attraction internationale. Et pour ça, il est prêt à mettre les moyens, quoi. Donc, il avait aussi annoncé un partenariat avec SpaceX pour faire des tournages dans l'espace. Donc, de scènes de baston en zéro gravité et tout. Tu te dis, ok, pourquoi pas, t'es bizarre, mais vas-y, parle, tu m'intéresses. Il a tourné le pape, il a fait tourner le pape aussi, le pape précédent, pas celui maintenant, le pape François. Non, c'est maintenant, en fait, je suis en train de me dire. Bon, le pape. Si tu me demandes de suivre l'actualité papale. Celui qui était pape en 2017, voilà, grosso modo, qui a tourné dans une fiction, première fois de l'histoire, comme le vrai pape se déplace et tout. Parce que généralement, tu prends un acteur pour jouer le pape, tu comprends, c'est bizarre. Et enfin, voilà, ce mec, c'est un peu un gars un peu starbé, il lance une plateforme de streaming qui est basée sur une monnaie crypto, enfin. Vraiment, il a produit Ferrari et il a produit Lamborghini. Parce que voilà, il aime bien aussi, justement, la fierté italienne de la bagnole. Il s'est dit, il faut qu'on ait un film de super-héros. Parce que les super-héros, ça marche. C'est comme ça qu'on sera crédible à l'international. Donc, je vais produire, moi, un film de super-héros qui va s'appeler Bunnyman. Et Bunnyman, en fait, on sait pas qui le réalise. En revanche, on sait que la personne qui va le réaliser va être le Bunnyman. C'est-à-dire la personne dans le costume de l'acteur. Ok. Enfin, le costume du héros. Donc, ils se disent, l'identité de ce personnage est secrète, donc on va pas dire qui est le réalisateur, etc. Film concept, mon gars, attention. Ah oui, d'accord, très bien. Voilà. C'est volontaire. Okay. Exactement. Et aussi, on sait que dans le film, il y aura donc James Franco, Mike Tyson, Bella Thorne et quelques acteurs italiens qui ne vous diront rien, malheureusement, parce que moi-même, je ne connais pas bien le cinéma italien contemporain. Et peut-être que nos auditeurs et auditrices sont tous des experts du cinéma italien. Peut-être, on sait pas. Il y a un article sur CB. Alors, du coup, pourquoi c'est une sorte de grand camoulox du bizarre ou du malaisant? Bon, déjà, James Franco, écoute, on va se faire plaisir. De toute façon, Trump a gagné et qu'on est de toute façon des gros wokistes. James Franco, c'est un infâme violeur. Et allez, c'est parti. Alors, voilà. Arnaud, ton avocat, j'espère qu'il est bien ninja compatible. Donc, par contre, il est sous James le coup Franco a été accusé de multiples accusations. Il a été accusé de viol par une ex. Il a été accusé, il l'a reconnu, d'avoir couché avec une mineure quand il avait 35 ans. Il a été accusé, en fait, d'avoir utilisé le cours d'art dramatique qu'il donnait. Donc, il donnait des cours pour enseigner la comédie et le jeu, en fait, le jeu d'acteur à de jeunes personnes. Et plusieurs de ces élèves, en fait, l'ont accusé de profiter de ce cours pour obtenir des faveurs sexuelles.
en exploitant en fait la naïveté et le fait que c'est oui, bah qu'il est prof, non seulement il est prof, et en plus c'est un acteur connu, donc en fait pour ça il y a eu un procès et il a réglé $2 millions à 2 victimes pour ne pas avoir à aller au procès. Voilà, donc ça c'est des petits trucs sur James Franco. Il y a d'autres trucs qui sont plus compliqués par rapport à des partenaires de scène avec lui, etc. Mais donc grosso modo sa carrière a pris vraiment du plomb dans l'aile depuis. Seth Rogen a arrêté de le défendre parce que il l'avait couvert un peu pendant quelques années. Et depuis, plus personne ne veut bosser avec lui, un peu comme Johnny Depp quand il avait été accusé d'être un wife beater. Et donc là, le fait qu'il finisse en Italie, ça veut probablement dire qu'il est dans le creux de la vague, en fait, que personne ne veut travailler avec lui aux États-Unis et que donc il a besoin d'argent. Il va prendre le pognon de Iervolino pour faire une petite prod en Italie, tu vois. Bon, alors Mike Tyson, ce serait beaucoup trop long, mais pareil, violeur, il a fait de la tôle. Il a cogné, enfin bref, c'est très compliqué, Mike Tyson, il a une vie de traite, parce que tout le monde est là, Tyson, il va cogner Jake Paul, c'est notre héros et tout, mais, enfin, Logan Paul, Jake Paul, je sais plus, un des connards, là. Mais en vrai, ça fait très longtemps que Mike Tyson, c'est un mec qui a, voilà, c'est un Trumpiste convaincu, enfin, bref, Mike Tyson. Bella Thorne, bon là, il y a rien de particulièrement préjudiciable. c'est juste pourquoi elle va là-bas, quoi. Bella Thorne, elle a agacé des gens parce qu'il y a une sorte de rivalité avec Zendaya qui ne nous regarde pas. Il y a eu tout son rapport à son corps, OnlyFans, le porno, etc. Enfin, ça pareil, c'est juste des gens qui ont décidé de pas l'aimer parce que c'est devenu un peu la bête noire des internets pendant un temps. Ah bon? Ok. Oui. Mais en fait, quand elle est arrivée sur OnlyFans, ils ont monté, en fait, le site a monté les contributions minimales pour ouvrir des chaînes et on a dit justement que ça avait un peu grévé pas mal de TDS qui justement, enfin de travailleuses du sexe, qui profitaient de la plateforme, mais dont les abonnés n'étaient pas prêts à payer un certain montant. Enfin, grosso modo, elle a un peu gentrifié OnlyFans, de par sa présence. J'ai pas du tout capté qu'elle était allée sur OnlyFans. Si, après, oui, effectivement, c'est pas des trucs érotiques. Et l'influence trop importante de ses fans amène les serveurs de la plateforme à saturation, d'accord. Voilà. Okay. Alors, c'est pas des trucs porno, pour le coup, c'est Instagram pour elle, OnlyFans, tu vois. Oui. Et puis bon, après, c'est pas une super actrice non plus, mais ça, c'est encore un autre sujet. Effectivement, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Je sais pas du tout, très franchement. Mais donc ça fait en fait que le film immédiatement est passé pour l'anomalie ultime. Genre en Italie, on a pris James Franco, Tyson et Thorne pour faire un film de super-héros qui n'est basé sur rien et dont le réal va être masqué avec un costume qui fait vaguement sadomaso pendant tout le truc. Bon, je sais pas trop quoi en faire, très franchement, parce que au fond, c'est Iervolino, voilà, comme je disais, il est capable du pire comme du meilleur. Il a produit quand même un film de Michael Mann, tu vois, c'est pas rien. Et puis même le film Lamborghini, bon, il est pas bien, mais il est pas inintéressant, en tout cas dans l'idée, pareil, de mettre en avant l'histoire et le savoir-faire de la culture italienne. Très franchement, voilà, ça, je pense que ça va être le nouveau The Crow 2024 ou le nouveau Hellboy The Crooked Man. On va sûrement pas avoir ce film-là en France. Ouais, il y a de fortes chances. Enfin, je sais pas quoi te dire. Hein. Rien, mais c'est juste que c'est parfois. T'en penses, toi, qui as lu mon article, du coup, dessus? Bah ouais, mais c'est le camoulox des trucs chelous, quoi, où tu dis, mais c'est ça, c'est un peu réunion de malfaiteurs en crime organisé. Là, je sais plus comment dire, en bande organisée, mais avec préméditation, quoi. C'est le genre de truc où tu dis, tu sais, c'est comme quand les mecs de Dynamite voulaient faire le film Red Sonja avec le réalisateur accusé de viol, là aussi. Bryan Singer, non? Si, oui, c'est ça. C'était ça. Bryan Singer, ouais. Où tu disais, non, enfin, t'as plein de voyants rouges un petit peu qui disent, en termes de communication, en termes de trucs, de retombées médiatiques, ça va être problématique à traiter pour plein de raisons différentes. Et là, oui, effectivement, ça fait très Comics Gate, en fait, tu sais, les gens qui ont été un peu mis de côté de l'industrie mainstream, on va dire, et généralement pour des raisons quand même qui se justifient. C'est-à-dire que d'un côté, t'as des gens qui sont quand même accusés d'agression et de viol, et de l'autre, des gens en fait qui ont eu des discours ouvertement racistes, sexistes et misogynes, quoi. Donc c'est normal qu'on n'a pas envie de bosser avec eux. Enfin, moi personnellement, j'aime pas bosser avec des gens qui agressent les autres ou qui sont insultants. Mais donc voilà, d'avoir une sorte de parallèle, tu sais, des petits films comme ça. Mais tu sais, mais je crois que l'actrice là qui était dans The Mandalorian et qui avait fait ses sorties, elle a aussi fait des films du coup sur un circuit beaucoup plus indé, en marge du truc, Carla quelque chose là. Ouais, non mais je vais pas retenir son nom, mais ou Cara, je sais plus quoi. Mais voilà, ça m'évoque ça en fait. Ça m'évoque vraiment ce genre de côté, des gens un petit peu évacués du juste de mise au banc en fait. C'est en fait une bonne partie du cinéma de genre et des productions européennes repose un peu là-dessus.
beaucoup de cinéma asiatique aussi, quand un ricain a besoin, enfin, est un peu cancel, il va faire un tour en Asie, là où il a encore un nom à défendre. C'est classique, tu vois. Moi, c'est juste vraiment, enfin, cette notion, elle me surprend pas. C'est juste l'accumulation, tu vois, en fait, que les mecs se disent, ça va forcément se voir. Et peut-être qu'il y a un peu l'intention maléfique de faire du buzz avec ça. Parce que là, la boîte qui va vraiment produire le film, c'est, alors c'est pas Mythos Studios, mais c'est un nom comme ça. Quand tu regardes leur production, il y a rien de connu. Il y a rien de connu du tout. C'est vraiment des tout petits projets de festivals, qui finissent probablement sur la télé italienne ou je sais même pas si c'est vraiment distribué ailleurs, en fait, tellement c'est malingre, tu vois. Mais grosso modo, là, peut-être qu'il y a effectivement une envie de capitaliser sur des noms relativement connus et pour les mauvaises raisons. James Franco, ouais, quand même, ouais. Bah, la sorte. Même Tyson, tu vois, le fait que ça sorte, que ce soit annoncé une semaine avant son combat contre Jake Paul, là. Parce que toi, je sais que tu t'en fous, mais c'est quand même aux États-Unis, c'est un vrai truc, tu vois. Jake Paul, c'est un gros influenceur de merde. Mike Tyson, c'est une légende de la boxe. On peut penser ce qu'on veut de l'homme, hein, évidemment. Mais par contre, en tant que boxeur, il a révolutionné la façon dont on voit ce sport, etc., etc. En plus, il revient, il est tout croulant, ça fait 15 ans qu'il fume des bédos, il a sa marque de weed maintenant. Il a fait un podcast pour parler de la baffe de crapaud qui rend fou, là, qui contient de la DMT comme l'ayahuasca. Ok. Non, mais écoutez ce qu'on dit, enfin, c'est horrible. ChatGPT pourrait pas inventer un tel nombre de conneries dans la même phrase, tu vois, mais le fait que ce soit annoncé à ce moment-là, tu vois, en plus c'est Netflix qui va diffuser le combat. T'as pas vu? Non, vraiment. Bon, bah, pour ceux qui voient pas du tout, Jake Paul, c'est un influenceur, on va dire, un peu d'extrême droite, MMA, etc. Il va combattre Mike Tyson, qui est très âgé maintenant, et tout le monde dit que c'est ridicule, et ça va être Netflix qui a acheté les droits pour énormément d'argent, et l'annonce tombe une semaine avant, quand eux, ils vont au marché du film américain pour, justement, obtenir les droits. Donc, tu sens qu'il y a un peu un côté, bon, on a pris Tyson parce que, justement, ça nous permet d'avoir l'assurance que tout le monde va parler de Tyson la semaine prochaine, donc peut-être que des gens vont se dire, ah, Tyson, il revient, c'est le moment de réinvestir dessus, et voilà. Très bien. Bon, bah, toujours pas plus d'avis sur la question quand même. Hein, et le film va être tourné a été tourné en image virtuelle, enfin, sur fond virtuel. Oui, c'est quasiment que du fond vert, même pour les décors normaux, quoi. Mais ça va être très laid, du coup. J'ai peur que ce soit vraiment très, très moche. Hein. C'est possible. Allez, et on termine avec la D23 Brasil de Marvel Studios, donc, qui a été l'occasion de découvrir notamment 2 nouveaux trailers très longs, mine de rien, pour Thunderbolts et Captain America Brave New World. Est-ce que on est content de ces nouvelles bandes annonces qui sont un peu dans l'exercice de on en dévoile le plus possible, comme s'il y avait un petit manque de confiance de la part de Marvel Studios ou de contenu, en fait. Peut-être que justement ces films-là, on a souvent parlé du revirement un peu que Kevin Feige avait opéré pendant le Covid et de ses produits. Bah, regarde l'apport de Giancarlo Esposito était aussi un peu motivé par justement le fait que en théorie, c'est dans les deux. En fait, vas-y. Parce que l'ajout de Esposito, je pense qu'il fait partie de ce shift de l'année dernière de faut qu'on revoie notre façon de faire. Mais ces 2 films ayant été initiés avant, dans la période en fait où Marvel Studios se pensait être les rois du monde après Avengers Endgame. En fait, là, ça va être encore 2 scories de cette époque, malgré les tentatives peut-être de rafistolage qu'il y a eu sur la post-prod. Mais à mon sens, là, ce sera les 2 derniers films de cette période. Bob Chapek, en fait, peut-être, quelque part. Ouais, et puis il y a aussi ça tombe l'année prochaine, ça va être ça. Hein. Comme on avait dit pour les séries, tu sais, où ils font 6 séries dans l'année, c'est aussi un peu le canal de machin. Là, ils évacuent, t'as l'impression qu'ils évacuent pas mal de choses. Comme pour Ironheart, effectivement, ou même Marvel Zombie, qui était un projet validé. Ouais. À l'époque, je crois déjà de Chapek, où il fallait nourrir Disney plus d'exclusivité, etc. En ce qui concerne Captain America 4, il y a quand même effectivement moi, je me demande s'ils ont pas aussi procédé un peu à des coupes dans le montage pour évacuer un peu Cyber. Enfin, le personnage israélien, je veux dire. Parce qu'ils ont été très, très serpentants par rapport à ce sujet-là. Kevin Feige a dit, ce sera pas vraiment ce personnage-là. Elle va travailler pour les États-Unis, pour le Shield, mais pas pour le Mossad, CIA. Ouais. Mais elle sera pas pour le Mossad, effectivement, ni de ça, les compagnies. Peut-être qu'il y a eu un petit remontage quand même à l'aune, parce que c'était pas prévisible, hein, évidemment. Enfin, si, l'État colonial était prévisible, mais je veux dire, ils auraient pas prévu que le conflit allait arriver, etc. Et l'arrivée de Giancarlo Esposito, pour moi, c'est aussi un peu pour mettre du fan favorite
en se rendant compte en fait que Harrison Ford seul n'allait pas pouvoir porter toute la promo du film. Mais nous, j'ai vu pas mal de gens qui nous lisent et tout ça qui sont plutôt enthousiastes du coup pour cette bande-annonce, avec un peu cette envie de retrouver aussi quelque chose proche de Winter Soldier notamment. Mais je trouve que c'est une meilleure bande-annonce que la première. Ouais, ça par contre, oui. Ça, il y a pas de doute à avoir. Et justement, on en parlera quand on sera sorti en VF, mais ça évoque aussi des couleurs de Captain America Truth, le fameux comics avec Saya Bradley. Enfin, tu peux voir, en fait, je pense, un peu voir de quoi il va s'agir. Pareil, le côté complotiste, anti-Trump, on va dire. Enfin, le président des États-Unis est quel enfoiré, grosso modo, c'est un peu ce que te vend la bande-annonce, je trouve. Ça, il l'avait pas anticipé non plus. Hein. Je pense ils ont quand même pas débiles, tu vois. Enfin, quand tu sors ce genre de film-là autour d'une élection avec le président. Bah attends, mais il a été décalé plein de fois et tout ça, donc vraiment, c'était pas, et l'intrigue était déjà ficelée, je pense pas qu'ils aient pu, ou alors c'était que dès qu'ils l'ont écrit, ils savaient que... Non, le personnage de Ross, il est là depuis très longtemps dans l'univers Marvel Studio, depuis Hulk 1, en fait. C'est un sujet aux États-Unis, la présidence, tu vois, c'est pas que ce film-là, il y a beaucoup de films qui parlent de la présidence. Et régulièrement, en plus, ça change en fonction des mentalités, des périodes. Tu prends Air Force One, à l'époque, tout le monde adorait le président. Alors, c'était déjà Harrison Ford. Aujourd'hui, il est traité différemment. Tu vois, pareil, tu prends White House Down. Le président, c'est Obama, tu vois. Là, je pense quand même que, accidentellement ou pas, il y a quand même c'était dans leur esprit. Au moins quand ils ont tourné le film, tu vois. Et Thunderbolt Ross, en plus, tout le monde sait que c'est le Red Hulk. Donc, si tu veux le mettre dans ton film, il faut forcément qu'il ait une notion de, c'est le Red Hulk, quand même, c'est pas un gentil, tu vois. Donc voilà, faudra voir ce qu'ils en font. Mais c'est un peu comme The Boys la prochaine saison. Hein. Enfin, elle va être chargée d'une ironie. Purée, celle-là, oui, en plus, oui. Tu vois, on pourra plus genre dire c'est accidentel là. Là, il y a vraiment un truc. Ouais, je pense que là, de toute façon, oui. Enfin bref, ouais, mais. Enfin voilà, du coup, moi je trouve que c'est une meilleure bande-annonce pour celle-ci. Pour Thunderbolt, c'est la même bande-annonce en vrai. Enfin, c'est juste elle est montée différemment. T'as 3-4 scènes en plus, 3-4 moments de scène en plus. Je suis toujours intéressé parce que moi, tu vois, le côté commando Winter Soldier, ça me va. Enfin, c'est plus compliqué à foirer, on va dire, qu'un truc comme Hawkeye ou Moon Knight. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas d'engagement personnel vis-à-vis de ces personnages-là. Ouais. Je veux juste des bonnes scènes d'action. Il suffit qu'ils aient pris des bons chorégraphes. Voilà, on peut rêver. Je me demande toujours qui va être le vilain de ce projet en particulier. Bah, Sentry qui pètera un câble. Bah, je sais pas, comment il est introduit, ça me paraît bizarre. Qui se réveillerait parce que The Void, quoi, en fait. Parce qu'avec Sentry, il y a le Void derrière lui aussi. Tu penses qu'ils vont faire The Void? Je sais pas. Compliqué quand même, hein. Parce que déjà, vu comment ils ont traité... après, ils le font version MCU, donc j'ai un doublé maléfique, quoi, tu vois. J'ai vu, un tweet qui m'a fait hurler de rire. C'était, la mort, elle a pas de rapport avec Thanos dans l'univers Marvel Studios, donc ça, c'est un bon point pour les lesbiennes et c'est une défaite pour les fanboys qui nous cassent les couilles. Et j'étais en mode genre, putain, ça m'énerve tellement, franchement. Enfin, pas que ce soit lesbienne, mais je veux dire le côté, franchement, mais ils ont gâché Thanos. Vous connaîtrez jamais le vrai Thanos romantique, le vrai Thanos tragique, le vrai Thanos des comics, en fait, celui qui est bien. Vous aurez juste un dictateur écologiste qui croit qu'il suffit de supprimer la population en deux pour régler tous les problèmes de l'univers, ce qui est évidemment complètement con. Parce qu'il a pas lu Malthus, ça. Et là, justement, effectivement, je pensais à The Void, je me suis dit, en même temps, vu comment ils ont traité Death, effectivement, ils peuvent faire... mais Death, elle est dans Agatha, non, du coup. Est-ce que c'est elle? Oui. Donc c'est la Death qu'on aurait pu avoir avec... donc on aurait pu avoir une romance entre Josh Brolin et... Ouais, ce qui aurait été un peu bizarre pour le coup, mais... mais moi, je crois que ça allait être Blackheart au départ. Mais effectivement, c'est Death. Non, mais t'as peut-être pas du tout regardé la série, en fait, toi. Il me reste 2 épisodes. Le twist, c'est pas le dernier épisode. Je sais, mais j'ai regardé là les 6 épisodes sur. Pour le coup, très beau costume, bonne prestation de Roma Plaza, y a pas de problème, c'est un bon personnage, Death dans la série. C'est juste pour, encore une fois, comme le rapport intelligence suprême, version comics versus. Oui, c'est pour ça, tu vois. Et là, effectivement, The Void, s'ils le font, ça va juste être un bad guy. Comme dit, ce sera Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en gros, tu vois. Ceci dit, techniquement, The Void, c'est Knull. Et donc, Knull, c'est Sony, donc. Très bien. Bon, bah voilà. le sourire gêné d'Arnaud. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Venom 3, j'avais oublié. C'est vrai. Allez, on en a terminé de toute façon pour ce podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir, à nous soutenir via les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes d'écoute, mettre des commentaires, des petites étoiles, des notations, des notes, des critiques, tout ça. Tout ce qui peut nous aider à être plus visible sur Internet. Et n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, que ce soit pour les podcasts réguliers et pour nos First Print Awards. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour la prochaine émission. Salut! Salut!